Allô. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'épicerie Boire Grand. Ils sont de retour. Boire Grand, une épicerie fine dans Boire Grand. Pardonnez-moi pour... Je sais pas pourquoi tout d'un coup je viens de la Beauce. Je le sais pas. Mais c'est un bel endroit, alors je fais honneur à la Beauce. Bois Grand, une épicerie fine située dans Huntsic, 1314 Fleury-Est. Ils font la livraison. Les spécialités de l'épicerie Bois Grand sont les bières, les saucisses, les bières de microbrasserie. Tant qu'à boire, prends des bonnes bières. Et aussi, ce qui est génial de cette épicerie, c'est, je connais le gars, il prend soin de prendre des produits de qualité. Alors, tu veux commencer à boire de la bière de microbrasserie? Présente-toi. Ou va sur Internet et livre. Prends n'importe quelle bière, ça va être bon. Découvre quelque chose, essaye quelque chose. Ils savent ce qu'ils font là-bas. Boire Grand, 13-14 Fleury-Est. Ils font la livraison. Google Boire Grand. Fais-toi livrer de la bière, de la saucisse, puis ça, c'est une soirée. Ça, c'est une soirée. Yeah, merci d'encourager le podcast. C'est très gentil. Grâce à Boire Grand, je peux dire n'importe quoi dans un micro. Merci. Parce que sans Boire Grand, je travaillerais au Subway et je demanderais aux gens « Yo, c'est quand la première fois que tu t'es masturbé? » Puis ils feraient « Je t'ai demandé un poulet teriyaki. C'est donc bien malaisant. C'est fuck. » Mais pour te répondre, 8 ans. Bref. Avant de présenter mon invité, j'ai envie de parler de quelque chose. J'ai envie de parler de Danny Turcotte. C'est une histoire qui m'a fasciné sur plein d'aspects. J'aimerais faire un petit récapitulatif hyper rapide. En gros, Danny Turcotte, fou du roi, comique, humoriste de Tout le monde en parle, a quitté de ses propres c'est lui qui a décidé de quitter l'émission après 17 ans parce que la semaine dernière, il a fait une blague à un homme qui a vécu de la violence, de la brutalité policière, et il a fait une blague qui a été jugée de mauvais goût, et il a été blasté sur Internet. Ensuite, il s'est excusé. Dans ses excuses, il a été blasté sur Internet. Là, il a fait un post Facebook en disant « Je suis allé de me faire blaster sur Internet. Je quitte. Tout le monde en parle. C'est fini. » Premier aspect que je trouve fascinant de cette histoire. Qu'est-ce que Danny Turcotte fait sur les médias sociaux? Pourquoi Danny Turcotte est sur les médias sociaux? Pourquoi tu es à l'endroit où les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est t'insulter? Qu'est-ce que Danny Turcotte va faire sur Twitter? C'est évident que des gens vont juste lui dire « Yo, va te pendre ». C'est évident. Je m'appelle Thomas Levac. J'ai 10 000 personnes qui me suivent. Puis il y a des gens qui me disent d'aller me pendre. Alors, je veux pas imaginer qu'est-ce que Danny Turcotte vit. Moi, j'ai pas vraiment le choix d'être sur Internet parce que je suis pas capable de parler plus que 3 minutes d'affilée sans faire de blagues de masturbation. Alors, Internet, c'est mon endroit. Alors, je suis sur Internet. Je vis avec le fait que des gens veulent que je me pende et je leur réponds « Va te masturber ». Alors, tout va bien. Par contre, qu'est-ce que Danny Turcotte fait sur Internet? Je comprends pas. En plus, qu'est-ce que tu vas chercher sur les réseaux sociaux? Normalement, tu vas chercher de l'information et juger les autres. C'est les deux raisons pourquoi tu es sur les médias sociaux. Et en gros, avoir de l'information, tu peux l'avoir, tout le monde en parle. Tu as accès à des gens devant toi qui te parlent. Tu as accès aux gens de l'actualité. Tu as accès à des politiciens. Tu as accès à des artistes. Tu as accès à des scientifiques qui viennent t'expliquer leur vision du monde. Tu n'as pas besoin d'aller voir la vision du monde d'un gars qui a des problèmes de méthadone. C'est pas nécessaire. Tu peux. La semaine dernière, il y a une dame qui travaille à la NASA. Tu avais accès à elle. Elle n'est pas sur Internet. Tu peux lui parler pourquoi tu perds ton temps sur les médias sociaux, Danny Turcotte. Et aussi, deuxième truc qu'on fait sur les médias sociaux, juger. C'est ça, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est juger le monde. Tout le monde en parle, c'est tu prends un petit verre de vin et tu juges le monde. Tout ce que tu vas chercher sur les médias sociaux, tu l'avais. À tout le monde en parle. Je comprends pas pourquoi tu quittes. Deuxième truc que j'ai trouvé fascinant dans l'histoire, je trouve ça génial que l'année où Danny Turcotte, ça ne fonctionne plus, c'est l'année où il n'y a plus de montage. L'année où
il peut pas réécouter le show en disant ça, faut enlever ça, faut enlever ça. Ce qui me fait rire, parce que souvent Guy Lepage, ce qu'il racontait dans les médias, ce que j'ai retenu, c'est que le montage, ça a aidé beaucoup d'invités. Beaucoup d'invités qui sont très, très, très heureux qu'il y ait du montage. Peut-être qu'on se rend compte qu'il y a aussi Danny Turcotte qui était heureux qu'il y ait du montage. Mais aussi, l'aspect le plus intéressant sur le mot de Danny Turcotte, c'est l'année où il est tombé. C'est l'année où il n'y a plus de public. Parce que Danny Turcotte, je crois, ce que je me souviens, ce qui est particulier de Danny Turcotte, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une blague, pas à chaque fois, j'exagère, il y a bien des fois où il fait une blague, il y a un silence, puis là t'entends. Ça, c'est l'animateur de foule. Pour ceux qui ne comprennent pas la télévision, ce qui est particulier pour y avoir travaillé, pour avoir beaucoup écrit pour des shows de variété, t'as pas besoin d'être drôle, t'as juste besoin de faire une blague. Parce que si tu fais une blague, l'animateur de foule va demander à la foule de rire et les gens qui sont là sont obligés de rire. C'est pas faux le truc qu'on voit souvent dans les Simpsons, genre laugh, c'est écrit laugh en rouge. C'est un peu vrai, il y a un gars, entre autres, Maxime Charbonneau, c'est un des meilleurs animateurs de foule à Montréal. Sa job, c'est que le monde rit. Anecdote qui m'est arrivée avec Éric Salvaille. Il m'est arrivé bien des affaires avec Éric Salvaille, mais ça, c'est pas une histoire. C'est pas une histoire qui a rapport à Monde de Star. Bref, mon histoire. J'étais scripteur pour En mode Salvaille et un truc qu'il aimait faire, Éric, c'est pas demander de réécrire des jokes à 15h, mais 15 minutes, une demi-heure, 20 minutes, une heure avant de commencer l'émission live, souvent il y avait des blagues qu'il aimait pas. Puis il me demandait de les réécrire. Puis souvent je le faisais parce que j'étais un bon employé, puis je voulais vraiment l'approbation d'un homme narcissique, psychopathe de 46 ans. C'est ça qui faisait thriver à 25 ans. Alors je le faisais. À un moment donné, je me suis tanné parce que, entre autres, je buvais beaucoup. Et je me rappelle, c'était à 15 minutes avant de monter sur scène, d'être en ondes, en direct, AV. Puis il m'a dit, j'aime pas cette blague-là. Est-ce que les gens vont rire? Puis j'ai dit, mais les gens n'ont pas le choix de rire parce qu'il y a un animateur de foule. Fais juste, arrête de parler, regarde Maxime, et tout le monde va applaudir, ça va bien aller. Il a haï ça. Bref, je trouve ça génial que dès qu'il n'y a plus de public, Danny Turcotte, ses blagues, c'est juste bizarre. Les invités savent, surtout les invités qui font pas de télévision, qui n'ont pas intérêt à lui juste à être bons spectateurs, sont juste incrédules quand il parle. Il faut qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi il a pris la parole? C'est tellement bizarre. Je trouve ça génial que l'année où il n'y a plus de public, Danny Turcotte, c'est un peu les vidéos géniales sur YouTube. C'est des sitcoms comme Friends ou The Big Bang Theory. T'enlèves les rires, c'est bizarre. Il parle, puis tu comprends pas le ton. Tout est bizarre. Si t'enlèves les rires, tout perd de son sens. Je pense qu'il est arrivé la même chose avec Danny Turcotte. S'il n'y a pas de gros rires, c'est... À chaque fois que tu fais... Je comprends pas qu'est-ce que tu apportes. Je ne comprends pas quelle idée tu viens d'amener. Mais un autre truc aussi qui m'a fasciné dans la saga Danny Turcotte. Danny Turcotte a été à Tout le monde en parle pendant 17 ans. Il y a eu plein de chroniques qui ont été écrites sur Danny Turcotte. Est-ce que c'est une question... C'est bien, c'est mal comment on se positionne par rapport à ça. Tout ce que j'ai vu sur Danny Turcotte, tous les documents que j'ai vus passer sur Danny Turcotte, j'ai pas vu un top 10 de ses meilleurs moments. J'ai pas de fait saillant de Danny Turcotte. J'ai pas de moment wow de Danny Turcotte. J'ai pas de moment comme oh ouais, la fois où il a fait ça, wow! C'est un homme qui a passé 17 ans dans l'émission la plus importante de notre province. Tout le monde en parle, c'est tellement gros culturellement et je me rappelle de rien. C'est peut-être ma faute. Peut-être qu'il y a plein de monde qui vont m'écrire yo, la fois il a fait ci, la fois il a fait ça, mais j'ai aucun fait saillant. J'ai aucun... En 17 ans, je sens que lui, il n'a pas laissé sa marque. C'est fou qu'en 17 ans, il m'a pas fait éclater de rire. C'est fou qu'en 17 ans, il m'a pas émis une opinion. J'ai fait wow! Vraiment pas. Et le dernier truc qui me fait beaucoup rire de Danny Turcotte, qui me fait beaucoup sourire, c'est que dans sa lettre, il mentionne que la raison pourquoi il quitte, c'est qu'il peut plus gérer les trolls. Les gens sur Internet il y a trop de trolls. Et ce qui m'amuse là-dedans, c'est que Danny Turcotte, son rôle, c'est d'être un troll! Normalement, Danny Turcotte, c'est censé être le troll ultime du Québec. C'est un fou du roi, il est censé être fou. Il est censé s'en foutre, il est censé briser la machine. Et quand il y a des gens sur Internet qui font « Yo, Danny, pas drôle, toi! » Il sait plus quoi répondre, il sait pas. Il est sans armes, je veux dire.
Si t'es un peu humoriste, t'adores les insultes, t'adores les trolls. Le meilleur exemple, c'est, mettons, Sugar Sammy. Sugar Sammy, toutes les insultes qu'on lui lance, il répond 15 fois plus, il prend le photo, il le met sur Twitter, puis ça devient viral. Je pense pas qu'on voit ça avec Danny Turcotte. La plupart des humoristes, ceux qui aiment les gags, ceux qui aiment écrire, adorent se faire répondre pour pouvoir répondre de quelque chose encore plus violent. Alors je trouve ça génial que Danny Turcotte, le roi des trolls, est incapable de gérer des trolls. Dernier truc que je trouve fascinant sur Danny Turcotte, c'est la preuve que les médias sociaux, c'est une drogue. Parce que Danny Turcotte a sans doute laissé un emploi qui le paye des centaines de milliers de dollars ou 100 000 dollars au pire si ça va très mal. 60. Je pense que cet homme-là a été payé très, 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 très cher juste pour avoir la paix sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui veut juste chiller sur Facebook. C'est un gars qui veut juste mettre des photos de lui sur les réseaux sociaux en train de faire du ski de fond puis se faire laisser tranquille. Je trouve ça génial. Peut-être que sa décision, ce qui a orienté sa décision, c'est le bonheur d'être sur Facebook tranquille. Et je trouve ça fascinant, je trouve ça beau. Alors je souhaite à Danny beaucoup de bonheur. Je te souhaite peut-être de devenir influenceur, peut-être que c'est ton avenir, peut-être que tu vas être très heureux là-dedans, mais je te souhaite avant tout, parce que je déconne, mais l'important c'est que tu te sentes bien, l'important c'est que tu aies une bonne santé mentale. Je comprends qu'on n'est pas d'accord avec toi, mais c'est pas une raison pour que tu te sentes mal. Ici, tu te sens mal, et tu n'es pas capable de gérer du monde qui te disent « Yo, tu te sens pas bon, disparaît ». Mais c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Alors voilà. Ah! Pourquoi pas je me lance? Qui devrait remplacer Danny Turcotte, à mon humble avis? Quelqu'un, c'est pas une personne qui devrait être fou du roi, c'est plusieurs personnes qui se donnent le relais parce que c'est une job de fou et parce que je crois que c'est le fun que tu le fasses juste un mois en disant, peut-être un mois ou 2 semaines ou une fois par semaine en disant, pas de quartier. J'y vais, je blasse, je me trompe, je m'en fous. Pendant un mois, je ferme mes réseaux sociaux, je me fais insulter. Je remets mes réseaux sociaux 2 mois plus tard et on y va. Je pense que c'est un show beaucoup plus intéressant. Et aussi, ça serait intéressant quelqu'un qui ne connaît pas Guy Lepage parce que j'aimerais que le fou du roi se blasse Guy Lepage. Parce que Guy Lepage est une partie intégrante de l'émission. Pas intégrante, mais une partie majeure de l'émission. Et ce serait cool, pas quelqu'un trop proche de lui qui se permette de se moquer de lui. Et c'est la moindre des choses. Et ce qui est cool avec Guy Lepage, c'est que tu peux rentrer dedans très 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 fort parce qu'il peut répondre. Guy Lepage, c'est un autre sur Twitter que quand du monde l'insulte, il répond wouh avec la même énergie. En passant, je le répète, Guy Lepage sur Twitter, c'est la meilleure offre culturelle au Québec en ce moment. La meilleure. La meilleure. Tout le temps. Quand il commande des nouvelles, quand il insulte un kidam. Moi, j'aime quand Guy Lepage, il y a un matin où il décide qu'aujourd'hui, il n'en prend pas. Du monde insultant. Puis qu'il blasse un gros au hasard. C'est délicieux. Je trouve ça génial. Quand il y a quelqu'un avec 63 abonnés qui fait « Oh Guy, t'as pas rapport! » Puis qui répond « Moi, j'ai pas rapport! » Toi, t'es un cave pour la raison A, la raison B, la raison C, la raison D. En conclusion, tu m'énerves. Quel beau moment sur Internet. Sur ce, mon invité cette semaine, c'est l'humoriste Mélanie Couture. Une fille qui me fait mourir de rire. Mélanie Couture, le meilleur rire en humour. Meilleur rire. À chaque fois que je suis sur une soirée d'humour avec elle, j'aime tout le temps ça quand je joue juste avant elle. Parce que généralement, l'humoriste qui joue juste après toi, t'écoute. Alors mon but, c'est faire des blagues. L'entendre rire. Entendre le rire de Mélanie Couture, c'est la meilleure affaire que tu peux pas avoir. Ça devrait pas être des Olivier qui offrent. Ça devrait être des rires de Mélanie Couture. Ça, c'est un prix qui m'intéresse. Mélanie Couture, c'est quelqu'un de drôle, quelqu'un de brillant. Si vous tripez sur elle, elle a le podcast Les Fallops. Elle a une série de romans qui s'appelle 21 amants. Super bon. Mélanie Couture, elle parle beaucoup de sexe. Elle parle beaucoup de ses expériences. Elle est intelligente. Elle étudie en sexo. Elle a une job avant d'être humoriste. Je trouve tout le temps ça intéressant. Quelqu'un qui a travaillé avant de faire de l'art. Puis pas travailler, je veux pas juste dire, comme moi, être sur le speed dans un restaurant. Ça, c'est pas vraiment travailler. Ça, c'est juste pas vivre. Bref. Parenthèse. Sur ce, je laisse la parole à Mélanie Couture. Bon podcast! Oh, ouais.
très heureux que tu sois avec moi. Commençons drastiquement. T'es né où et en quelle année? Je suis née en 1977, en pleine tempête de neige de Rouyn-Noranda, en Abitibi. Tu viens de l'Abitibi? Je viens de l'Abitibi. OK, c'est comment grandir en Abitibi? J'ai pas tant grandi en Abitibi. J'ai un père il est retraité maintenant, mais qui faisait partie de la GRC, puis il a été souvent transféré de département pour pouvoir monter les échelons de... C'est un peu comme l'armée, hein? Fait que, Tu déménageais beaucoup? Ben, moins que mon frère, parce que mon frère est un petit peu plus vieux, mais tu sais, mon père est parti de l'Alberta pour rencontrer ma mère à Bécomo. Après ça, ils sont venus, se sont mariés à Montréal. Il y a eu mon frère, on est parti en Abitibi. De l'Abitibi, on est parti à Saint-Romuald, en banlieue de Québec. Puis de banlieue de Québec, on est arrivé à Saint-Hubert. Puis il a pas mal fini sa carrière en banlieue de Montréal. Wow. Mais ça, c'est surtout parce que ma mère a fait comme... Moi, je travaille en français pour une banque, puis je veux rester... Moi aussi, je veux monter les échelons. Fait que c'est pas vrai qu'on va aller à Ottawa ou en Alberta pour la GRC. Fait que, tu sais, comme... Il y avait 2 parents qui avaient une grosse carrière. Ta mère faisait quoi? Ben, ma mère était pour la Banque Royale. Elle a fini directrice d'une succursale en montant les... Let's go ta mère! Hein? Let's go ta mère! Let's go ma mère. Ma mère qui disait tout le temps, j'ai fini avec une 11e année lettres, ou je sais pas trop comment que ça se disait dans le temps, mais elle retournait à l'université quand on était jeune, puis je me souviens, elle se levait à 5 heures du matin pour passer des examens, pour être capable de passer comme des examens qu'il faut que les banquiers passent, là. Fait que, ouais. Wow! Est-ce que ta mère a vécu des hold-up? Ouais. Est-ce qu'elle a été traumatisée par ça ou pas du tout? Moins que... Elle a quand même un bon sang-froid, ma mère. C'était comme la première à... Après ça, elle voyait qu'il y avait d'autres filles qui rushaient un peu plus. Fait que c'était la première comme à faire des gags pour faire comme, mon Dieu, de la façon qu'il a sauté de par-dessus le comptoir, on lui aurait donné un 10 aux Olympiques. Ou, tu sais, pour que l'atmosphère à descendre. Puis je pense que c'était une façon à elle aussi de se calmer. Tu sais, puis là, le monde disait tout le temps, c'était-tu ton père qui était allé? Tu sais, comme, j'étais comme, mais non, la GRC, j'avais pas les hold-up de banque. Les gens qui ont des problèmes de consommation. Fait que c'est ça. Fait que... Mais ouais, il y a des affaires comme ça. Des fois, il y a du monde qui appelait ma mère puis qui faisait comme, je sais pas, moi, j'ai vu ton père passer à telle place, j'ai vu ton mari passer à telle place, il y avait du sang, t'as appelé, tu sais, puis ma mère, elle appelait, puis mon père était comme, non, c'est pas le mien. OK, bye. Comme, fait que, mais tu sais, parce que c'est ça, c'était la vie de mes parents. Mais c'était, tu sais, chez nous, la police était comme un... Tu sais, quand t'es jeune, puis que tu joues avec des autos de police, puis là, tu sais, comme mon frère, il avait 4 ans, il voulait devenir policier. Mon frère est policier aujourd'hui, tu sais, comme la GRC, Serve and Protect. Mon père a fini aux enquêtes internes pour enquêter ses policiers tout croche. Tu sais, il y a une culture chez nous de prendre soin du monde. Fait que ça a été très... tu sais, mon père a été la personne qui m'a montré à être patiente et inclusive avec toutes les différences. Les différences mentales, les différences physiques, les différences... Il y avait une patience puis de la façon d'aborder les gens au « vous ». Encore aujourd'hui, il aborde mes amis en leur disant « vous ». Puis tu sais, même quand il y avait 20 ans, mes amis... À un moment donné, j'ai déjà entendu mon père faire « Est-ce que vous pourriez me prêter la valise à bébé? Je vais la rentrer en dedans. » Puis ça, c'est moi, bébé. Mais il dit « vous » à la personne qui est ma chum de fille qui a 20 ans. Fait que tu sais, c'est un homme d'Alberta, un cowboy gentleman. On va dire ça de même. C'est impressionnant ce que tu dis parce que l'idée qu'on se fait des policiers, c'est pas celle-là. L'idée qu'on se fait des policiers, c'est des gens agressifs. Aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est l'idée agressive de l'abus de pouvoir. Oui, surtout avec leurs femmes, puis leurs enfants, puis même les femmes envers leurs amis de filles, ou peu importe. Là. Oui, j'ai souvent vu ce portrait-là. Parlons de ta situation. C'est comment vivre avec un père policier? C'est quoi cette réalité-là? Ben c'est ça. Moi, j'ai pas accès aux policiers. Quand j'étais jeune puis qu'il y avait des journées carrière, j'avais pas le droit. Parce que mon père, il me disait tout le temps, je sais pas dans quelles circonstances que je vais être. Et si jamais, aujourd'hui, j'ai besoin d'immobiliser quelqu'un pour une raison X, il dit, ça, c'est pas l'homme qui est ton père. Dans le sens que j'ai un travail à faire, puis je veux pas te mettre en danger, puis je veux pas non plus que tu vois, mettons, moi qui dois me noter quelqu'un, tu sais, parce que dans une tête d'enfant, ça devient compliqué. Là. C'est pas juste un jeu de bandit, puis de... T'sais. Fait que ça, j'ai pas eu accès à cet homme-là. Moi, j'ai eu accès au papa qui... On faisait de la lutte le dimanche matin sur le tapis. J'y mettais des barrettes dans les cheveux quand je voulais jouer à la coiffeuse. Tu
sais, puis c'est un monsieur imposant. Mon père, il mesure 6 pieds, il a une grosse voix grave. Fait que, tu sais, jamais personne manquait de respect à mon père. Puis jamais mon père élevait la voix. Chez nous, ça criait pas. Au contraire, le ton descendait de 2 octaves quand on faisait quelque chose de pas correct, tu sais, ou quand il pognait les nerfs, tu sais, c'était comme « knock it off ». Tu sais, c'était comme « là, tu t'avais un... » Fait que c'était beaucoup plus... c'était... Moi, j'avais accès au... Mon père, il me fait penser au toutou d'IW, là, la grosse mascotte d'IW, là, un gros monsieur poilu. Là, comme, il a une moustache de policier, comme les policiers ont eu dans les années 70 jusqu'à sa retraite, pratiquement. Là. Question qui m'obsède de la part d'un gars qui est né à Rosemont-Petite-Patrie, c'est comment être dans une maison avec un arme à feu? Ben, mon Dieu, c'est une bonne question. Pour moi, c'est tellement naturel. Ben moi, j'avais 6 ans puis je nettoyais des guns. Fait que, tu sais, comme... ben c'est vrai, mais, étant donné qu'ils sont dans la maison, ben, tu sais, comme, tu peux pas faire fi, tu sais. Fait qu'il faut que tu éduques tes enfants. Puis, tu sais, on défaisait. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait des 58. Fait qu'on défaisait le rouleau, là, comme dans un vieux film de gangster que tu voyais. Là. C'était pas des 9 mm que tu clenchais de même, là, dans le temps. Fait que... on nettoyait les guns, puis, tu sais, comme, on graissait les guns, puis tout ça. Puis, je me souviens, à un moment donné, j'avais pris le fusil, puis, tu sais, il n'y avait même pas le barrel, là, il n'y avait pas le tourniquet, c'est ça qu'on... Il ne peut pas fonctionner. Ben, il ne pouvait pas fonctionner, c'était impossible, il n'y avait pas de balle dedans, il n'y avait pas de balle dans le canon, n'importe quoi. Puis, j'ai fait ça à un moment donné, puis je pense que c'est la seule fois que mon père m'a tapé. Puis, il m'a tapé sa main pour que le gun tombe à terre. Puis il a fait, tu pointes jamais personne. Tu le nettoies en pointant au sol. Puis si jamais tu veux pointer quelque chose, juste pour le fun, pointe dans le ciel. Mais il dit, c'est pas vrai que tu vas pointer quelque chose, ni dans la maison, ni nulle part. Puis en vieillissant, à un moment donné, ben là, on était plus apte à pouvoir faire du tir. Fait qu'on allait des fois dans des champs de tir. Puis, tu sais, comme, j'apprenais à tirer du gun. Parce que ça, tu sais, dans le sens que l'arme est une bête noire, mais, tu sais, comme... Tu peux la maîtriser, bien sûr. C'est ça. Exactement. C'est pas non plus un truc à avoir peur, enterré. Non, puis tu sais, mon père, c'est un chasseur aussi, fait qu'on avait des carabines. Tu sais, c'était pas... C'est pas bizarre. Non, c'était pas bizarre. Moi, C'était pas bizarre parce que... C'est juste bizarre pour moi quand t'as 22 ans pour t'avoir une. C'est que c'est... T'es pas né avec. T'sais. Exact, tu sais, puis... Tu sais, c'est un peu comme conduire une auto, là. T'es embarqué dans une auto toute ta vie, puis à un moment donné, t'as appris à la conduire. Puis c'est ça. Fait que... je vois pas de... C'est ça. Je suis déjà descendue à la pêche avec une carabine en me disant, ben je suis toute seule, puis, tu sais, comme mon père était parti en 4 roues sur un autre lac, puis je me disais, ben je sais qu'il y a des ours dans le coin, fait que je vais amener la carabine, tu sais. En fait, j'allais me faire bronzer tout nu avec une carabine. C'est un peu weird, mais... Pardon! Oui, je sais. Wow! J'avais des bottes de... C'est très érotique. C'est la quintessence de l'érotisme. Il y a beaucoup de gens qui se masturbent en ce moment. Gars, filles, tout. Wow! Non, mais je vais couper quand même. Je vais quand même couper l'image parce que tu sais, c'était dans le bout de Bannick 5 à Bécomo parce que ma famille était là-bas. Puis, tu sais, il y a de la mouche. Fait que tu mets tes bottes parce qu'il y a des galets aussi, fait que tu mets des bottes de pluie, tu sais, fait que t'as des bottes de rubber jusqu'au demi-mollet. Malheureusement, ça accentue l'érotisme. Je peux pas être plate en disant non. Oui, j'étais pas tout nu, j'avais des bottes de cow-boy. Il y a d'autres gens là qui un filet de pêche dans la face, imbibé de musc, parce que tu veux pas que ça te mange partout. Tu t'es crémé à citronnelle, en tout cas, fait que... Puis là, tu sais... Avec ta carabine? Ben oui! Tout nu? Tu descends avec la carabine, ta petite sandwich pour aller dans la chaloupe, puis c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de chalet dans ce coin-là. Il y avait le camp de chasse, puis je savais que... C'est génial. Qui était là, il était pas là. Et c'est comment avoir... avais-tu peur pour la vie de ton père? T'avais-tu peur que mon papa sort de la maison et je le verrai plus parce qu'il y a un métier très dangereux? Ben, rarement, étant donné que mon père était dans des enquêtes. Fait que, tu sais, enquêteur, t'as moins l'impression qu'il est dans le feu de l'action du le danger. beat qu'appelle. Un peu comme dans le beat qu'appelle 19-2, là. Ouais, exactement. Non, c'est ça. Réagis. C'est ça, c'était pas ça. Mais je me souviens, début de l'adolescence, je l'ai souvent vu partir avec une veste par balle pendant la crise d'Oka parce qu'il patrouillait Mon père était patrouilleur naval aussi, fait qu'il patrouillait la rivière.
Puis quand il partait avec sa veste, je tripais pas, là. Je comprends. J'étais comme, il était comme, garde, ça va, on est naval, on la met juste par sécurité, mais ça va, tu sais. Mais ça, c'était pas du... Tu sais, mais t'es adolescente, je pense que t'as pas non plus tant l'ampleur de la chose, puis étant donné que tu sens que ce sont des gens formés et en contrôle, tu sais, j'ai jamais senti mon père, lui, avoir peur. J'ai déjà rêvé sur le tard, après ça, que mon père se faisait tirer, puis je me réveillais en larmes, puis j'allais y mettre un doigt en dessous du nez pour voir s'il respirait quand il était couché, tu sais. Mais je pense que c'est arrivé plus sur le tard, là. Quand t'es jeune, moi, je disais allô à tous les policiers qui passaient dans la rue. Parce que c'est des collègues. Puis quand t'as 7 ans, puis que tu fais allô à la police qui passe dans la rue, bien, qu'est-ce qu'elle fait, la police? Elle te fait allô, fait qu'elle faisait juste me dire qu'il me connaissait. C'est la fille avec, tout le monde le sait, c'est qui. Fait que moi, j'étais comme, j'avais tout un... Ah, c'est génial. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait rire, enfant? Mon Dieu, Seigneur, bonne question. Enfant... Ou ado. D'abord, je reformule. Comment parce t'es tombé qu'enfant, comment t'es tombé en amour avec l'humour? Comment t'as fait, l'humour, ça me touche, youpi? Ben moi, l'humour a été... mes premières rencontres avec l'humour ont été plus anglophones que francophones, étant donné la culture à mon père, qui, malgré qu'il est un couture, on s'entend que couture, c'est francophone, on vient d'ici, c'est juste qu'à un moment donné, ses parents ont émigré aux États-Unis, puis à un moment donné, quand ils sont remontés, pas ses parents, lui, là, mais en tout cas, les arrière-grands-parents, puis quand ils sont remontés en Alberta. Mais restait que la culture à mon père a été très anglophone, malgré qu'il parlait français. Et puis, la télé est en anglais chez nous, la musique était en anglais. Et mes premiers contacts avec le rire télévisuel, ça a été The Cosby Show, que là, aujourd'hui, il n'y a plus la même connotation dans mon cœur, mais... The Cosby Show, Night Court, qui est un vieux... ça a duré, je pense, 3 saisons, mais c'était un juge. Puis c'était la cour de nuit, genre, tu sais, Night Court. Tu sais, en tout cas, c'était vraiment cool. C'est une super prémisse pour un sitcom. C'est très, très bon. C'était très, très bon. Harry, le juge. Il se fait arrêter à 2 h du matin et comique. C'est ça, exactement. Tu sais, puis les bailiffs, puis tout le monde qui était les avocats, il y en a un qui était comme super misogyne, puis comme qui trompait toujours ses blondes, puis t'avais l'autre qui était comme la petite madame qui se faisait tout le temps cruiser par le misogyne, puis tu sais, c'était... Cool, il y avait un beau... il y avait bien des personnages qui étaient très cool. Fait que ça m'a beaucoup fait rire. Je consommais pas beaucoup d'humour stand-up. À part peut-être... les vieux Eddie Murphy, là. Ça, je me souviens des avoir vus. Et puis, tu sais, j'étais à l'âge de comprendre. T'sais, c'était pas genre du... J'étais pas genre trop jeune, là. Je comprends. Oui, le Delirious, puis son soute rouge en cuir, puis tout ça, là, puis... I got an ice cream, psych, puis toutes ces affaires-là, puis Eddie Murphy me faisait beaucoup rire. Fait que j'ai été à... C'est ça, j'ai été imbibée beaucoup de la culture anglophone pour me faire rire plus que francophone. Je comprends ça. Comment tu t'es... parce que je pense pas que l'humour... T'es pas comme moi, là. T'es pas à 20 ans, moi faire des blagues, il y a rien d'autre. Non. C'est quoi ton parcours? Ben moi, au secondaire, je voulais être la première femme soigneur derrière le banc du Canadien. Génial! Très érotique, une autre fois. C'était mon Le but, toi, tu veux masser Shane Corson. Oui. C'est correct. C'est ça, je voulais... Puis ça vient aussi un peu de mon père qui, à chaque fois qu'il embarquait... Qui voulait aussi masser des hommes. Qui voulait aussi Mais mon père, il s'est beaucoup occupé du sport organisé. Il était genre président du hockey mineur. Fait que, tu sais, comme... Nous autres, on s'est toujours senti safe. Ma mère a toujours senti safe d'envoyer mon frère, parce que même dans ce temps-là, ça existait, là, des jeunes qui se faisaient tripoter par des coachs. Ah, c'est un gros problème. Les coachs pédophiles, c'est un gros problème. Exactement. Fait que, tu sais, comme mon père a toujours été... Lui, il a fait comme, OK, oui, on va l'inscrire dans l'organisé, mais moi aussi, je vais être dans l'organisé, puis on va pouvoir voir ce qui se passe. Fait que, tu sais, comme, il a coaché, il a été super... Tu sais, puis il était très... je m'en fous des parents qui font comme, tu fais pas jouer mon enfant, puis il est meilleur, il s'en sacrait, là. Il était super... tu veux jouer, on va te faire jouer. Oui. Ça va faire, Alexandre. Puis, croire que ton gars, c'est Alexandre Daigle. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que... Et plus tard, ben là, mon frère, mettons qu'il upgradait de sport, ben là, mon père était plus coach, mettons, non plus de football ou ces affaires-là. Fait que souvent, il devenait le soigneur officiel de l'équipe parce qu'il y avait tout le temps ses cours de premiers soins, il y avait tout ça à cause de la police. Fait que je le voyais... C'est le fun dans des sports de contact
où des jeunes hommes pleins d'adrénaline se rentrent dedans. D'avoir un soigneur. D'avoir une police et un soigneur. Et une police. Une police qui fait yo, là, ça va, là, se chicaner là, pour un bol d'or. Knock it off. Knock it off. Knock it off. Fait que ça a été. Puis je le voyais aller, puis je me disais, c'est le fun. Je trouvais ça le fun. Je trouvais ça. L'adrénaline qui montait quand il y avait un jeune qui se blessait, sa capacité à pouvoir faire ça, j'étais comme ça, c'est toutes des affaires que je pourrais apprendre. Jusqu'à temps que je réalise que pour devenir. Soigneur, ben c'est genre ostéopathe ou, tu sais, comme physiothérapeute ou ces choses-là, puis que là, il faut que tu arrives en sciences santé au cégep pour faire ça. Puis là, je suis rentrée en sciences santé, puis après une session, j'ai comme fait... Non, cela est difficile. Je détestais ça pour mourir. La prof était rendue à un tableau en maths, puis elle avait un tableau plein, elle était au deuxième tableau, puis je rushais encore sur le premier. Ça marchait pas. Mon cerveau fonctionnait pas avec ça. Tu sais, puis je devais le savoir un peu parce qu'en maths, au secondaire, je faisais les maths fortes, mais c'était pas super facile, tu sais. Fait que la prof, elle me disait, si tu rentres en sciences santé, ça va être raide, tu sais. Puis j'étais comme, capable! Fait que finalement, j'ai fait une session, j'étais allée pleurer, puis après ça, j'ai fait comme, je vais aller voir un orienteur. Et puis là, j'ai fait des tests en orientation du temps avec des ordinateurs à écran vert. Génial. Puis, tu sais, des papiers qui sortent avec des... Oui, c'est ça. Exactement. Fait que... Puis j'avais eu l'impression de perdre mon temps parce que la première profession qui était sortie au début, c'était prêtre. J'étais comme, mais tu me niaises. J'étais tellement fâchée. Mais tu peux pas être prêtre. Ben, c'est ça. J'étais comme, un peu une tu femme. m'as demandé de cocher mon sexe au début. T'avais rien pris en considération, Chris, de ça. Ils veulent pas. C'est pas toi qui veux pas. Ils veulent pas. En fait que là, je me disais, c'est quoi? Tu sors-tu juste des professions où il manque de monde? Ou tu sais, j'étais full fâchée. Puis il était comme, non, regarde. Il dit, on regardera pas la première profession, on va regarder l'ensemble de ce qui est sorti. Fait que là, c'était prêtre, professeur, tu sais, comme coach, enseignant. Tu sais, toutes des affaires que finalement, tu absorbes des connaissances puis tu les transmets. Ah! Fait que c'était ça. C'est comment tu peux absorber des connaissances puis les transmettre. Fait que toi, qu'est-ce qui t'intéresse assez pour dire que tu vas en parler puis tu vas transmettre ces connaissances-là à d'autres personnes qui veulent l'apprendre. Fait qu'on s'est enligné vers ça, mais tu sais, quand tu es au cégep, tu penses que tu peux juste enseigner des matières du secondaire. Mm-hmm. Puis moi, il n'y avait rien qui m'intéressait là-dedans. Puis c'est là qu'on a découvert la psychologie, la sexologie. Puis là, aussitôt qu'il a nommé la sexologie, j'ai fait, pardon, on peut enseigner la sexologie? Puis il a fait oui. Parce que j'ai dit, moi, ça ne m'intéressait pas d'être dans un cabinet, là. Fait que, il a fait, mais oui. Il dit, tu sais, comme après un bac, tu peux enseigner la sexologie. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Puis je me suis inscrite en travail social et en sexo, sachant pas, parce que c'était des programmes contingentés, puis tu sais pas où tu vas aller. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi la sexo? C'est quoi la sexo? En fait, c'est une discipline qui existe juste depuis 1964 au niveau du bac à l'UQAM, puis ça se donne dans à peu près 3 pays. Peut-être que ça a augmenté depuis, là. Mais c'est vraiment de regarder l'être sexué dans son global. Fait que autant que j'avais des cours de technique d'entrevue pour pouvoir parler avec des gens, autant que j'avais des cours de sexualité et gérontologie pour la sexualité des personnes âgées, autant que j'avais des cours de biologie parce que ça fait partie de ça. Tu sais, fait que et psychologie et tout ça. Tu sais, fait qu'on avait, c'est sûr qu'après ça on touchait tout ce qui est paraphilie puis toutes les affaires qui est déviance puis tout ça, mais c'est pas le nœud de la profession là. Puis tu peux faire un bac et enseigner et faire de la relation d'aide. Donc, tu peux aussi recevoir des gens en bureau, mais tu n'as pas la maîtrise. C'est comme, tu n'as pas la maîtrise, fait que tu peux pas faire des diagnostics, de la thérapie, puis toute cette affaire-là. C'est pas la même chose. Mais tu peux facilement consulter. Il y a des gens, mettons que... Je te donne un exemple. Tu es dans un couple... Et puis, tu dis, notre couple ne fonctionne plus comme on veut. On aimerait essayer le polyamour. Comme, pas du sexuel. On aimerait intégrer une personne de plus à notre couple, bon, tout ça. Mais là, les gens, des fois, ils font ça tout croche. Là. Ils ne se posent pas les bonnes questions avant. Ils n'essayent pas. Tu sais, ben, tu peux aller voir un sexologue puis faire comme, hey, nous autres, on pense peut-être faire ça. Tu peux-tu nous guider là-dedans? Puis, oui, elle va mettre la flashlight, ses bonnes affaires, elle va poser les bonnes questions. Fait qu'autant qu'il y a l'enseignement, comme j'ai une fille qui a créé des programmes d'éducation de la maternelle au secondaire 5, puis qui va dans des classes de maternelle, puis qui va dans des classes de 5e secondaire, autant.
que du monde qui reçoivent en privé. Que moi qui enseignais auprès des femmes victimes de violences conjugales, quand elles fuguaient, elles allaient dans des foyers. Puis moi, j'allais enseigner une rééducation à leur santé sexuelle pour que des lumières allument sur quand tu vas retourner chez monsieur, parce que la femme retourne habituellement entre 5 à 8 fois, que tu aies des lumières de plus pour que tu puisses identifier que ça, c'est de la violence sexuelle. Tu mets le pied là-dedans, puis ça me fascine. Parle-moi, s'il te plaît, de ton métier quand tu travaillais dans un centre de femmes. Oui. En fait, c'est un peu par hasard parce que moi, je m'orientais pour aller vers la gérontologie. J'avais envie de créer un programme d'éducation pour les gens qui travaillent en CHSLD pour pouvoir mieux gérer la sexualité des personnes âgées. Parce que les personnes âgées, mentionnons-le, ils font l'amour et beaucoup. Oui, ils font l'amour, ils se touchent encore. Puis des fois, à un moment donné, la démence rentre là-dedans. Fait que là, des fois, ils vont dans des chambres qui sont pas supposées d'aller. Puis, tu sais, comme ils font des choses avec des personnes qui sont pas supposées de faire. Mais l'autre personne aussi a de la démence. Fait que c'est un peu fucked up. Tu comprends? Et très excitant. C'est ça qui est terrible, là, tout ça. C'est ça qui est terrible. Il y a des personnes âgées aussi qui ont des problèmes de mobilité. Est-ce qu'on les aide à s'installer? Je pour comprends. qu'ils puissent s'aimer? Tu sais, comme, fait que tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de choses. Des belles questions morales et éthiques. Mais c'est des belles questions parce que tu fais comme, hey, il y a des personnes ils ont couché 64 ans de temps ensemble, mariés un à côté de l'autre, puis que là, il y en a un les deux s'en vont Vers la mort? vers la mort ou se faire placer ou d'aller dans une ressource qui vont leur permettre d'être semi-autonome ou peu importe quoi. Puis parce qu'il y en a un qui est diagnostiqué, mettons, d'une maladie X, il est envoyé dans l'aile B, puis l'autre, il faut qu'elle reste dans l'aile A. Puis tu fais, ouais, mais c'est des gens qui habitent ensemble depuis 64 ans. Tu sépares-tu vraiment ça des humains? Tu sais, ça va être favorable pour vrai ou peut-être qu'il faudrait réorganiser les services en fonction que des couples, ça a le droit de s'aimer puis de rester ensemble. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que moi, je voulais faire ça. Jusqu'à temps que une fille où je travaillais comme étudiante chez Costco, puis elle m'a dit, moi, je suis sexologue à temps plein, mais elle dit, je garde un chiffre ici parce que c'est encore très payant. Là. Elle travaillait dans les bureaux de Costco, fait qu'elle dit, je garde un chiffre ici. Puis elle dit, j'aimerais ça avoir une stagiaire. Puis c'est là qu'elle m'a dit, je travaille en violence conjugale. Puis j'ai fait, envoie-moi bien de la documentation parce que j'ai pas, moi, Peux-tu m'expliquer comment tu te sentais par rapport à la violence conjugale au début, là, avant de travailler là-dedans? Je me disais, est-ce que je vais être capable d'avoir de l'empathie sans avoir une peine immense qui va m'englober puis que je ne serai pas capable de travailler avec elle? Parce que veux pas, avec papa policier et maman féministe, chez nous, ça n'existait pas. Il y avait ça n'existait pas. Les gros mots n'existaient pas. Mon père m'a coaché vite à quand je vais à l'arcade que ça existe des pimps, tu sais comme fait que moi j'avais tout ça comme bagage. Et je savais que je pourrais pas travailler avec des enfants abusés parce que ça allait au-delà de mes capacités à rester objective. Fait que je me suis posé la question, je vais être capable avec les femmes. Fait que c'est pour ça que je me dis, je vais lire beaucoup, puis plus tu intègres de notions cognitives, puis plus tu es capable après ça de faire un jugement éclairé et non émotif. Tu sais, comme... Fait que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait, je vais faire mon stage là. Ça va être cool. Là, je vais essayer ça. Puis au pire aller, si ça fonctionne pas, puis qu'après ça, il n'y a rien qui m'empêche de créer mon programme pour les personnes âgées. Pour le staff des personnes âgées. Je suis jeune et j'essaye. C'est ça, exactement. Tu sais, j'avais 24 ans quand je suis sortie du bac. Puis je travaillais au Costco. Puis je travaillais au Costco. J'avais une bonne paye. Je faisais des roteux. Costco qui paye très, très bien. On va le mentionner. Oui, Costco paye très bien. Et Pourquoi je mentionne ça? Mais je le mentionne pareil. Mais Costco veut pas qu'il y ait de syndicats qui rentrent là-dedans. Fait qu'ils s'occupent de l'argent avant que même que le syndicat rentre. Puis c'est ça que ça devrait être la vie. Mais bon. Fait que je me suis intéressée à la violence conjugale, puis j'ai fait le stage là. Et quand j'ai fait mon stage, ma coach de stage a eu une offre pour aller travailler dans un hôpital qu'elle n'a pas voulu refuser. Fait que je finissais plus de coach de stage. Mais le boss de la place a fait comme, mais tu fais la job depuis 3 mois déjà, tu as fait super bien, tu t'intègres au bout à l'équipe, fait que tu veux-tu son poste. Fait que moi, j'ai fini mon stage en étant employée là-bas. Fait que j'étais bien contente, puis j'ai fait ça pendant 4-5 ans parce que j'ai vraiment trippé. Et c'est comment? C'était quoi ta réalité? Ma réalité était que je regroupais tous les foyers de fugue pour femmes victimes de violences conjugales de la Montérégie. Au départ, c'est quoi ça? Les foyers, c'est quand une femme se sent en danger puis qu'elle a besoin d'avoir un toit et qu'elle a besoin de fuguer son milieu qui est violent. Il y a des ressources qui existent dans probablement
presque toutes les villes, tu sais, comme, ou pas loin, et tu t'en vas vivre là. C'est une maison qui est anonyme. Personne ne sait que cette maison-là est ça. C'est jamais donné... dans le sens que il n'y a pas une banderole. Non, les maris peuvent pas savoir ou les conjoints peuvent pas savoir que c'est là. Ils vont te prendre sous leur aile, mais c'est pas gratuit, tu sais, dans le sens que t'as pas besoin de payer, mais si tu es là-bas, il y a quand même quelque chose qui se passe, tu sais. Ils donnent toujours un temps à la femme de s'installer, d'avoir droit à la sécurité puis à la paix d'esprit. Puis à un moment donné, ils vont y offrir, tu sais, comme le counseling. Tu sais, voici ton intervenante avec laquelle tu es attitré. Tes enfants sont-ils corrects? Il va falloir les inscrire dans une autre école parce que tu changes de truc puis tes enfants sont en danger. Fait que, tu sais, comme ils suivent tout le parcours, ils les aident avec leur parcours légal s'ils veulent faire, ils les aident avec la démarche de trouver un logement. Fait que, tu sais, et en même temps, ils les éduquent sur ça parce que, veut pas, cette personne-là, bien, souvent, quand elle est rendue à ce niveau-là, la confiance en elle a été anéantie. Puis la possibilité de retomber dans le pattern ou de retourner avec la personne est grande. Et elles sont manipulées et amoureuses. Exact, manipulées et amoureuses. Et pas connes, parce que souvent, le conjoint violent va faire miroiter à la personne qui bat ou qui rabaisse psychologiquement que c'est la seule personne qui peut l'aider à s'en sortir. Donc, ils les mettent verbalement dans une position de pouvoir. T'es la personne qui peut m'aider. Il y a juste toi qui me comprends. Il y a juste toi qui m'aime. On a perdu tout le monde alentour de nous autres, mais nous deux contre le monde, on va être capable. Tu sais que je veux pas faire ça. Tu sais que je t'aime. Fait que tout ça met comme faussement la victime dans la position de pouvoir à dire, ben si je l'aide à changer, il va changer. Fait que, puis ça, ben ça arrive jamais. Fait que le principe, c'est de faire comprendre que quand l'autre la met dans une position de pouvoir, c'est de la manipulation. C'est pas un piédestal. Wow. Et lorsque tu intervenais avec des femmes, c'était quoi les défis? C'était quoi? Ben, en fait, j'enseignais un cours qui durait 10 sessions. Fait qu'une fois par semaine, je les voyais pendant 3 heures de temps. Parce que, tu sais, comme on se disait 10 semaines, habituellement, c'est un séjour qui fait du sens là, chez les femmes. Puis, autant que le premier atelier était très doux puis très facile parce que qu'est-ce que la sexualité, bon, tout ça. Puis on avait des petits groupes. Moi, plus que 10, c'était impossible parce qu'il y a énormément de confidences. Ça prend du temps pour aérer tout ça. Mais le deuxième atelier était tout le temps assez rough pour les filles parce qu'on parlait de l'éducation sexuelle. Quelle a été ton éducation sexuelle? Et plusieurs là-dedans avaient été victimes d'inceste ou d'agression sexuelle quand elles étaient jeunes. Fait que ça faisait comme bouillonner plein d'affaires en dedans. En plus de devoir gérer la violence conjugale qu'ils vivent aujourd'hui, ils revivaient des affaires du passé. Fait que c'est là que ça... Comment je pourrais dire ça? Le jello figeait, là. Là, c'était plus rough. Puis, tu sais, c'était à moi de dénouer ça. Fait que ça, c'était le gros défi. J'ai même appris à un moment donné que il y avait... je le donnais pas juste dans les foyers pour femmes victimes de violence conjugale. Aussi, à un moment donné, les centres de femmes qui donnent de l'éducation puis des ressources à n'importe quelle femme. Là. C'est pas de leur région, voulaient avoir ces ateliers-là. Fait que je l'ai donné. Et il y avait 2 femmes qui venaient tout le temps ensemble. C'était 2 sœurs. Autant qu'ils faisaient des cours de peinture ensemble, autant qu'ils se sont dit « Hey, un cours de sexualité, ça serait le fun. » Et c'est là que la plus vieille a dit comme moi j'ai jamais rien dit puis j'ai enduré pour pas qu'il abuse ma sœur puis la sœur a dit ben finalement il l'a fait pareil mais je te l'ai jamais rien dit parce que je pensais qu'il te laissait tranquille. Puis ça s'est appris dans mon cours. Fait que tu sais tu peux pas faire comme bon ben bonne semaine. Tu sais comme faut que tu gères. Fait que tu sais il y avait beaucoup de choses qui étaient très lourdes à encaisser. À encaisser. Bien, je dirais pas encaisser, mais à accueillir. Parce qu'encaisser, je trouve que c'est pas je comprends si je l'avais pas voulu, mais je voulais être là. On encaisse une mise en échec et on accueille une confidence. Exactement. Fait que ça faisait partie des gros défis. Parce qu'après ça, il restait 5 ateliers de toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais après ça, tu voyais... Plus ça avançait, puis plus tu voyais, OK, maintenant que tu sais tout ça, tu sais, ça serait quoi, toi, aujourd'hui, que tu aimerais? Ça serait quoi les besoins que tu voudrais? Ça, c'est quoi tes limites? Est-ce que tu es capable de les faire respecter? Qu'est-ce qui, tu sais, est-ce que tu as le droit? Ça, c'est-tu normal ou c'est pas normal? Parce qu'à un moment donné, la sexualité d'une femme victime de violence conjugale, elle finit par penser que les exigences du conjoint ou de la conjointe, c'est des choses normales.
Ben voyons, tout le monde accepte de se faire filmer, là. C'est quoi le problème? Fais-toi filmer, là. C'est juste pour moi, là. C'est pas un problème. Ou, voyons, tout le monde écoute de la porn, là. Ben, franchement, là, c'est juste du sperme d'en face. Là. Je vais aller chercher une guenille après. Tu sais, fait que tout ça, c'est genre comme, mais tu sais, toi, t'es ma cochonne préférée. Envoie donc, t'es capable. Fait que ça, de penser que c'est intégré, que c'est une sexualité normale, quand, dans le fond d'elle, font comme, ça m'a jamais vraiment tenté. Oui, parce que tu dis pas que c'est des choses déviantes. C'est des choses, juste le fun, c'est les deux tripes. C'est ça. T'es pas obligé de tripper. Exactement. Fait que toi, tu nuance. fais comme, toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux là-dedans? Ça t'intéresse-tu? Tu sais? Puis il y a des filles qui font comme, moi, ça me tente pas d'écouter de la porn. Ben, c'est ça. Tu sais? Puis dans un couple, peu importe dans quelle situation que t'es, c'est toujours la personne qui ne veut pas qui a priorité. Si toi, tu fais, moi, je trippe à mettre des doigts dans le cul à quelqu'un, mais la personne ne veut pas se faire mettre un doigt dans le cul, Non, bah, tout bad. Tu sais, si toi, tu tripes à te faire des fellations, mais l'autre ne veut pas faire des fellations, ben, c'est soit que vous n'êtes pas compatibles puis que vous continuez votre chemin séparé, ou soit que vous acceptez les limites de l'autre. C'est tout le temps la limite de l'autre qui compte en premier. je comprends. Peux-tu nous expliquer un peu, si t'as envie, le cycle de la violence conjugale? Oui, c'est un peu... ben, c'est traite parce que, c'est comme tu dis, c'est un cycle. Hein? C'est comme une roue qui tourne. C'est une flèche qui fait un gros rond. Et habituellement, ça commence toujours par une belle période. Rarement, le gars va cracher dans la face de la fille à la première date, à moins que ça le tente. Oui, donc, s'il te plaît, quand on est couché. Mais tu sais, puis toujours sur son plus beau jour. Puis, tu sais, comme c'est très... La lune de miel, qu'on l'appelle. Pardon? La lune de miel qu'on appelle. La lune au début. de miel. Ben, en fait, c'est même. Oui, c'est ça. Ben, c'est la lune de miel au début, mais c'est parce que l'affaire, c'est que cette lune de miel-là, elle est décuplée, la première. Là. C'est vraiment. Parce qu'il va en avoir d'autres des lunes de miel qui vont revenir, mais ils ne seront jamais aussi puissantes que la première. Fait que c'est comme la primo lune de miel. Et les personnes qui sont violentes savent qu'elles sont violentes. Et quand elles commencent à charmer quelqu'un, elles sont 1000 fois plus charmantes que les gens qui ne sont pas violents. Parce que les gens qui sont pas violents font comme... moi, j'ai pas grand monde. J'ai pas besoin de pêcher personne. Là, dans le sens que j'ai besoin de charmer quelqu'un, mais j'ai pas besoin que ça soit... je sais pas ce qui... La personne qui est violente sait ce qui s'en vient. Fait qu'il faut qu'elle l'accroche comme il faut. Fait que c'est très wow, là. C'est comme, c'était trop beau pour être vrai. Il était parfait, il y avait tout ce que je voulais. Mais en fait, les personnes qui sont manipulatrices écoutent ce que tu veux puis te redonnent ce que tu veux, mais c'est pas nécessairement ceux qui sont, tu sais, comme... Fait que ça, c'est comme, déjà là, la manipulation kick in dès le départ. Mais la personne, elle pense que c'est le normal de la personne. Elle dit, moi, c'est juste ça que je veux avoir. Puis tu fais, mais ça n'a jamais existé. Parce qu'après ça, il y a un épisode de violence, qui soit verbal, physique, écrit, peu importe. Puis après ça, il y a comme, mon Dieu, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. Fait que là, il y a les excuses. Puis plus... qui sont le fun à recevoir. C'est ça qui est très particulier. Exact. Tu sais que la violence, c'est l'attention et l'amour que tu as après. Tu as une récompense après. Oui. C'est horrible, là. On est dans des trucs très... Mais il y a non seulement mesquins, une récompense, mais il y a... Il sait qu'il a fait quelque chose de pas correct. Bien sûr. Puis dans la tête de quelqu'un de normal, si tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct, tu essaies de pas le reproduire. Tu sais, c'est comme ça que le comportement humain fonctionne. Mais il s'excuse pas parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de pas normal. Peut-être qu'il sait, tu sais, dans le sens qu'il dit « Ah, non. » Mais il s'excuse pas dans le but de faire l'effort que ça n'arrive plus. Parce que tout ça est un cycle, puis on sait que ça va arriver. Et plus l'épisode de violence, il va en avoir, et plus la violence va être agressive, optimisée. Tu sais, comme au début, ça peut être du genre de... Hey. Tu l'as regardé, franchement, j'ai eu de l'air de quoi? Tu sais, comme tu as regardé ton ex, on était dans un party, tu as dit « Allô, j'ai eu de l'air de quoi? Je suis pas une petite cave, nanana. » Puis là, tu fais comme « Mais j'ai parlé avec mon ex. » Il n'y a rien de mal à parler avec son ex dans la vie. Là. Fait que, mais ça remet toujours en doute le jugement de la personne à un point tel qu'à un moment donné, son jugement à elle n'est plus le bon, puis elle se fait juste se fier à lui. Et quand la personne commence à dire comme « Ah, je ferai pas ça, il va péter sa coche », ben tu sais déjà qu'il y a un problème. Tu sais déjà qu'il y a un problème parce que tu n'es pas supposé d'être en train d'être dans un milieu où tu dois contrôler les explosions de l'autre. Ça, c'est une relation toxique. De marcher sur des œufs, comme ils disent, là, pour pas que ça pète, c'est une relation toxique. Fait que, et à un moment donné, ben là, la lune de miel revient, comme tu dis. Fait qu'il y a les excuses.
Puis des fois, les excuses sont pas acceptées parce qu'à un moment donné, ça devient que c'est trop. Puis là, quand les excuses sont pas acceptées, des fois, ça retombe tout de suite dans un épisode de violence. Fait que là, il y a un viol, puis il fait, tu sais comment on s'aimait avant, puis qu'on faisait l'amour, puis du make-up sexe. Puis là, elle a plus envie de faire du make-up sexe parce que c'est rendu trop grave. Chris, elle a saigné sur le bord de l'œil. Puis là, lui, il fait, non, on va faire du make-up sexe pareil. Fait que là, il l'abuse. Puis là, après ça, elle a fait comme je m'en vais. Puis là, lui, pendant 3 jours de temps, il essaye tout, puis il redevient, tu sais, comme semblable à ce qui était dans la portion du début. Puis elle a fait, mais moi, c'est lui que j'aime. Puis regarde, il est de retour. Il n'est pas de retour longtemps. Fait que là, ça va. Fait que c'est pour ça que c'est un rond. Ça finit jamais. Comment on s'en sort? En sortant, en quittant la personne. Puis des fois, tristement, on s'en sort, mais la mort arrive. Il y en a qui s'en sortent. Des féminicides, c'est un vrai phénomène. Là. Exactement. Il y en a qui s'en sortent en mourant parce que le conjoint a... Tu sais, j'appelle même plus ça un conjoint, j'appelle ça un agresseur rendu là. L'agresseur a tué la personne. Puis, des fois, on s'en sort avec un soutien du village. Parce que tu peux pas te sortir de ça toute seule. Un village, ils le savent que tu peux pas te sortir de ça toute seule. C'est pour ça qu'ils t'isolent. Je comprends. Ouais. OK. Toi, psychologiquement, c'était comment vivre ça? Pas que tu as vécu la violence, mais c'était comment à ton quotidien? Ouais. Bien, comme n'importe quel, j'imagine... intervenant en psychosocial ou des choses comme ça, tu penses que tu as la force de faire tout ça. Nous, on avait aussi des psychologues qui venaient nous aider. Tous les sexologues qui travaillaient où je travaillais avaient une session de groupe avec un psy pour qu'on puisse nous aussi ventiler parce que t'as le secret professionnel qui t'oblige à pas jaser de ça chez vous à la maison avec ton chum. Puis c'est bien correct comme ça, mais il faut à quelque part que tu ventiles aussi, fait que avec tes collègues qui savent et un psychologue et tout ça. Mais c'est sournois comment ça s'installe si tu ne fais que ça. Parce que moi, je travaillais, puis je sortais, puis je travaillais, puis tu sais, comme c'était pas mal ça. Puis à un moment donné, tu fais comme, oh, les hommes, c'est de la merde. Puis tu fais, ah non, les hommes... que tu entends parler. Les autres sont de la merde. Mais, tu sais, les autres ne sont pas de la merde. Fait qu'il faut que tu ailles à la rencontre des autres. Il faut que tu continues à vivre. C'est fascinant que tu dises ça. J'aurais jamais pensé. C'est vrai que si tu travailles dans un foyer de femmes battues, ben les hommes, c'est des prédateurs. Les hommes, c'est dangereux. Fuck eux autres, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut que la réalité... Il ne faut pas que ta réalité ne soit que la job. Ouais. Sinon, à un moment donné, tu distorsionnes. C'est plus une bonne réalité. Fait que tu fais toutes sortes de choses. Et puis, tu vois, moi, j'ai vécu des choses avec mon conjoint, puis je vais t'en parler parce que je sais que tu as rarement un problème de parler de sexe. Mais avec mon ex, à un moment donné, on était en doggy style. Il a sorti, tu sais, comme, parce qu'on se donnait. Puis quand il est rentré, il a repoké, mais dans l'anus. Puis ça a fait... Écoute, j'étais pas prête à ça, là, tu sais. Et ça l'a fait tellement mal parce que c'était comme, pow, tu sais, d'une shot. Tu fais comme, Christ, t'as même pas de lichette, rien, voyons. Mais c'était pas par exprès, tu comprends? C'était dans le feu de l'action. Puis je savais qu'il y avait aucune violence. Puis ma liste là-dedans, c'était vraiment un accident d'anus, là. Oui, un accident d'anus. Mais... je me suis quand même retrouvée à pleurer en boule, tu sais, comme sur mon oreiller, là. Puis je suis pas petite, là. Mais je pense que j'essayais de fitter sur l'oreiller au complet tellement que j'étais en boule. Puis c'est là que j'ai vu tous les visages des femmes défiler. Tac, 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 tac. Puis j'ai fait « holy shit ». Parce que, tu sais, tu le vis pas, toi. Tu la vis pas, la violence. Tu essaies d'avoir de la compassion, tu essaies d'avoir de la compréhension, mais jamais tu vas comprendre le niveau de la personne qui l'a vécu. Puis là, j'avais eu un accident semblant de violence et j'ai eu... À un moment donné, j'ai fait, regarde, on pourra plus. Un trigger, continuer. disons-le. C'est ça. J'ai eu un trigger, j'ai dit, on pourra pas continuer à soir. Puis il m'a juste pris dans ses bras, puis tu sais, comme j'ai broyé, puis ça finit là, puis je l'ai filtré. Mais c'est ça. Fait que c'est là que tu te rends compte à quel point que tu as beaucoup de stock emmagasiné que d'autres personnes n'ont pas. Tu sais, souvent, mettons qu'on faisait un show à l'École nationale de l'humour, là, avec des petites tapettes, parce que Chris, il nous faisait faire des chorégraphies puis des affaires de même. Puis que là, 3-4 personnes n'étaient pas en stepette, puis que là, il y en avait 2-3 backstage. Je faisais, là, tabarnak, on n'était pas, on n'est même pas capable de suivre les stepettes. Puis là, j'étais comme, hey, tu t'es pas fait rentrer un bat de baseball dans le cul, calme tes ostinaires. Puis tu sais, comme, fait autant que toute cette chose-là m'a aidé à relativiser la vie, à faire comme, la vie est belle, man, ça c'est nice, tu sais,
sais. Autant que des fois, ben, ça trigger l'affaire, puis que ça... Fait que je pense que ça m'a formé à être un plus bel être humain. Ah, génial. Tu l'as mentionné, t'es passé d'être... Ben, je sais pas comment t'es passé. T'es humoriste. Comment tu passes? Oui, non, oui, mais, oui. non, mais là où je veux en venir, c'est comment t'es passé de j'aide des femmes, t'étais intervenante auprès des femmes battues à... Ben c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que justement, pour vivre plus que mon métier, puis que de ne pas avoir une vision tordue de la réalité, je faisais des cours de n'importe quoi. Fait que là, j'ai appris à danser la salsa. N'importe quoi, mais encore lycée, tant que je sortais de la maison puis que je voyais d'autres personnes, puis d'autres hommes, puis tu sais, j'étais comme, j'irais pas faire un cours de macramé, là, il y aura pas grand monsieur là-dedans, puis bon, tu sais, fait que j'allais à la rencontre d'hommes dans toutes sortes d'affaires. J'ai appris à parler espagnol, tu sais, comme... C'est intéressant ce que tu dis pour, quand la fin de la pandémie, tu veux rencontrer des hommes, va dans des cours. Les hommes qui sont là pour rencontrer des femmes, parce que personne qui fait un cours de salsa. Exactement. C'est un gars qui fait mieux, moi je suis envie de voir des femmes. Il va faire des cours. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis les hommes, c'est de bataille dans les cours de salsa. Ils veulent aller prendre un café. Habituellement. Puis il n'y en a pas une tonne. Non. Tu sais, comme. Il y en a. Fait que tu vois du monde, le fun. Ben oui. Bon. Mais bon, tu sais jamais, peut-être que c'est un abuseur. Il n'y a rien qui. Tout est caché. Mais tu vois une autre facette. Les abuseurs ont aussi le sens du rythme, il faut le mentionner. Oui, exactement. Exactement. Puis, et à un moment donné, j'étais comme à bout d'idées de cours du soir. Fait que j'ai tapé cours du soir dans Google, puis je suis tombée sur l'École nationale de l'humour, que je ne savais pas qu'il existait. J'avais 27 ans à peu près. Puis là, j'ai fait comme, ça existe des cours du soir. Puis là, j'ai comme vu création de numéros, puis tu sais, comme découvrir, je sais pas, je me souviens plus c'est quoi les titres. Hein. Puis j'ai fait comme, ben si je suis pas drôle, m'aller rire. Puis tu sais, l'idée, c'était de décanter de la journée, tu sais, puis de vivre un équilibre qui a de l'allure. Puis là, j'ai rencontré 2 filles vraiment tripantes. Puis on avait tellement de fun. Peu importe si j'étais drôle ou pas, là, c'était pas tant ça qui m'intéressait, là. Mais j'avais beaucoup de fun avec les filles. Puis là, on était comme, on s'inscrit-tu à la 2e session, au 2e cours? Puis là, oui, on fait ça. Puis... Et dans la 2e session, c'était Mario Bélanger. Ben oui. Et Christiane Vien, qui étaient les professeurs. Christiane Vien qui a fait plus anglophone côté États-Unis puis écriture que stand-up ici au Québec. On la connaît pas bien comme stand-up ici au Québec. Mais c'est une madame, là. Puis elle a donné le cours avec Mario. Puis le dernier cours, c'était d'aller faire un numéro dans un bar. Yeah. Fait que tu prenais ton numéro, là, puis tu le travaillais pendant 10 semaines avec le monde, puis tu tripais, puis là, tu voyais les numéros du monde avancer, puis tu te quittes. Puis là, tu allais faire ton number dans le bar après 10 semaines. Au Tokyo Bar avec Danny Drouin qui animait. Le Tokyo Bar! Ah, j'ai des belles... J'adore le Tokyo Bar. Ouais. Je faisais beaucoup de cocaïne à ce bar. Bon, ben tu vois. J'adorais ce bar. Sûrement pas pendant la soirée d'humour parce que c'était un peu weird. Peut-être. Yo, à l'époque, oui, je faisais de la coke. Non, le cas. Tu devais être le heckler pas fin. Ah oui, j'étais... Ah, cette époque. Fait que je suis allée là, puis tu sais, là, t'invites ta famille, puis tu sais, ton monde qui t'ont jamais vu un pestacle, puis tu sais, bon, tout ça. Fait que... Et là, le bar est plein parce qu'on est 10 à inviter 10 personnes. Fait que ça fait du monde, là, pour un bar, là. Puis... Et je débarque de scène et j'ai eu le même feeling que quand j'avais sauté en parachute pour la première fois parce que j'ai comme fait « Holy shit, faut que je remonte ». Puis en parachute, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai regardé le gars, j'ai dit « Ça me coûte combien pour remonter ?» Il a fait « 50$. » Puis j'ai fait comme « Parfait. » Puis il a fait « Attends un peu, on va te redonner un parachute qui est pas déplié. » Viens-t'en au bureau. Puis j'étais comme « OK. » Puis je suis remontée tout de suite dans l'avion puis j'ai ressauté tout de suite une 2e fois. Parce que j'étais pas en tandem, là. J'étais toute seule. Puis... Et là, j'ai fait comme shit, faut que je remonte. Puis je peux pas refaire le même number. Puis là, j'ai fait OK, il faut que j'écrive d'autres affaires. Puis il faut que je continue. Puis en même temps, Christiane, la prof, elle m'a demandé, elle dit t'auditionnes-tu pour le programme temps plein avec ce numéro-là? Puis jamais ça m'était passé par la tête parce que moi, j'avais ma job, puis je faisais des cours du soir. C'était ça l'idée, tu sais. Puis j'ai dit ben non, je suis sexologue. Puis elle m'a regardée, elle m'a fait c'est pas une assez bonne raison. Fait que c'est là que je suis partie, puis que j'ai fait, bon, ça me fait chier parce qu'elle a implanté quelque chose dans ma tête. Il va falloir que j'aille au bout de ça. Fait que je vais auditionner. Ils vont me dire non. On va continuer ma job de sexologue la paix, tranquille. Puis finalement, à chaque étape, ben, c'était un oui, puis c'était un oui. Fait que j'ai regardé mon ex, mon chum de ce temps-là. Puis j'ai dit, ben garde, on n'a pas de dette, on n'a pas d'enfant.
j'ai des REER. Let's go. Je vais tirer mes REER, puis je vais aller faire l'École nationale. D'un coup, ça de l'humour. marche. Il y a de l'argent à faire en humour. Là. Ben, en fait, l'idée, c'était, j'avais 2 branches. Je me disais soit que je ressors de là, puis toutes les notions en humour que j'ai intégrées, je les intègre dans mes cours, parce que les femmes victimes de violences conjugales ont beaucoup le sens de l'humour comparativement à ce que les gens peuvent penser, puis ça aide beaucoup à dédramatiser des Tu choses. peux faire un peu ce que ta mère faisait. C'est-à-dire qu'après, les femmes qui vivaient hold up, tu pouvais déconner avec elles. Exactement. Bonne loupe. Hein? Puis, où je me disais, ben, je vais prendre la sexo, que j'adore, puis je vais l'intégrer dans l'humour. Parce que ça va juste que ma classe va devenir plus grande. Parce que je sais pas si tu as observé ça. Pas moi, là, mais ben les humoristes parlent de sexe sur scène. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais c'est génial d'avoir des connaissances de sexualité en humour parce que moi, c'est 98% de mon matériel. Alors. Ben oui, puis je le sais pourquoi ça fonctionne. La journée que le sexe sera plus tabou, ça va moins fonctionner. Bien sûr. Le tabou fait partie du rire. Les mots qui sont peu dits en public font partie du rire. C'est juste que j'ai décidé volontairement de prendre le sujet de la sexualité pour faire dégonfler la pression sexuelle qui existe. Parce que on n'arrête pas de dire qu'on est dans une société de performance puis qu'il faut ralentir. Et le seul endroit où est-ce qu'on dit qu'il faut jamais ralentir, c'est dans le sexe. T'as raison. Personne te dit que tu as le droit d'avoir des pannes, que ça a le droit d'être plus raide, que ça... Personne te dit que tu as le droit de fantasmer à des choses qui sont pas ce que tu es en train de vivre, puis peut-être de dire, ben c'est quoi mon vrai moi sexuel? Je peux-tu aller le chercher? Personne ne te parle de dégonfler toute cette pression-là sur tes épaules, de l'estime de soi, de ton amour de ton corps. Il faut tout le temps que ton corps soit parfait, jeune. Fait que ça, à un moment donné, ça me faisait vraiment beaucoup chier de voir à quel point que tu peux changer dans tout. T'sais. En vieillissant, on commence à accepter que le monde ait des rides, mais mon Dieu, qu'il faudrait pas que tu ramollisses de la noune. Fait que tout ça, puis tu fais comme, mais ça n'a pas de sens de penser que le sexe va de soi puis que ça change pas au fil des années avec ton couple. Si ton couple est fluide, puis que c'est un organisme vivant, ton couple, là, fait que ton sexe, il restera pas pareil, il va changer lui aussi. Puis ça, ben, je pense que non seulement ça fait rire beaucoup les gens, parce que je me sers beaucoup de moi, mes expériences, puis tout ça. Mais ça... C'est pas... faut mentionner pour les personnes qui ne trouvent pas sur scène, tu fais pas des cours de sexo, là. T'es une humoriste. Non, je fais pas des cours de sexo. Je veux dire, on peut voir un show de toi puis pas savoir que t'es sexo, là. Exactement. Je donne pas de conférence. Vraiment pas. Si je veux en c'est faire une conférence... là. Mais merci, c'est gentil de Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Si je veux faire des conférences, je vais en faire. Ouais. J'en ai fait une qui s'appelle « Sex, love et crise de bacon ». Parce que les nouveaux parents rushent à avoir une sexualité, puis ils trouvent ça difficile, puis comme on veut normaliser les affaires, puis parler des choses. Ça existe. Des fois, il y a des organismes d'allaitement qui me demandent d'aller faire cette conférence-là. Des fois, tu sais, des centres de femmes, des choses comme ça. Mais ça, c'est une conférence. Mais mon show, c'est pas une conférence. Non. C'est un show d'humour. Je le mets 16 ans et plus pour pas qu'il y ait de malaise dans la salle. Sincèrement, selon moi, la personne de 14-15 ans pourrait très bien entendre ça, mais c'est l'adulte à côté qui va rusher de l'entendre. De savoir qu'elle... Oui, c'est une excuse pour faire garder la petite. Pardon? C'est une excuse pour faire garder la petite. On t'amènerait... Oui, ben c'est ça. Marie-Ève, mais c'est 16 ans et plus, c'est dommage. Puis, tu sais, c'est ça. Si tu viens puis que tu es plus jeune ou que tu apportes ta petite fille parce que tu dis « Ah, mon Dieu, on va aller voir un show d'humour ensemble » puis qu'elle a 13 ans... Mais il va falloir que tu sois prêt à entendre parler de porno, là, parce que on en parle. On en parle, puis on a du fun à en parler. Puis, tu sais, comme je dis tout le temps que c'est excitant, mais ça peut être complexant. Fait que on va y détruire, là, les complexes. Là. Et c'était... Moi, j'ai plein de questions par rapport à commencer l'humour quand on est mature pour une carrière. C'était comment faire l'école de l'humour quand t'avais, 27, 28, puis il y avait du monde de 19, 20? Parce que moi, j'ai vu qu'à l'inverse. Moi, j'étais le kid de 20 ans qui a arrêté de faire du speed avec du monde de 24 ans qui sortait de l'université. Ouais, ben, tu vois, qui est quand même peut-être une bonne chose pour ta vie. Ah, moi, c'était génial! Eux, c'était terrible. Il fallait qu'ils te gèrent. Oui. Ben, moi, j'étais chanceuse. C'est pas écrit dans le contrat. Faut que tu gères le VAC. Non, faut que tu gères le VAC. Ben, nous autres, on a géré Alexandre Champagne. Tu vois, à chaque année, son... C'était mon voisin! Ben, tu vois, Alexandre était dans la première année. Avec Nadine Massy et compagnie. Puis ils ont fait comme tu peux pas, t'es pas assez mature, va-t'en. Puis ils l'ont réintégré dans mon année à moi.
Puis C'est une année assez immense, là. ben, on était 15. C'était beaucoup. Puis on avait immense un dans duo de le sens filles. qu'il y a plein, vous êtes plein de ténors Ouais. de l'humour. Ben, là. moi, c'est ça qui, je pense, qui m'a aidé. C'est que autant qu'il y avait des jeunes qui étaient quand même très matures, là. Je regarde Mathilde Laurier, Jeff Batters. Tu sais, c'était pas des têtes folles non plus, là. T'as raison. Mais autant que j'avais François Bellefeuille, qui avait déjà eu une carrière lui aussi, Louis T, qui était très... Qui est Louis T? Qui est Louis T. Mathieu Cyr, qui est un éternel ado, mais qui avait quand même une trentaine d'années. Fait que, tu sais, comme il y avait son expérience derrière lui. Fait que, tu sais, on avait tout ça. Puis... Il est ado, mais sur scène, dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Ben, dans la vraie vie, je pense que son TDAH fait qu'il a de l'air d'un ado, mais ça reste quand même que c'est quelque chose qu'il faut qu'il gère difficilement, mais tu sais, c'est un super bon papa, puis etc., etc. Où est-ce que j'ai trouvé ça plus difficile? C'est que moi, habituellement, j'étais une leader vocale, tu sais, dans le sens que tu es prof, tu es éducatrice, tu sais, c'est toi qui es en avant de la classe, c'est toi qui jases et tout ça. Mais là, tu arrives avec juste des ça. Juste du monde qui, tu sais, et non seulement juste du monde qui sont en avant puis qui parlent, mais du monde qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, même s'ils sont plus jeunes. Du monde qui ont fait de l'impro, du monde qui ont fait l'école de théâtre, du monde, tu sais. Ou juste du stand-up, là. Ou du stand-up. Fait que là, toi, tu fais comme, hey, moi, j'ai un bac en sexo puis j'ai enseigné. Puis là, tu sais, comme, salut. Fait que j'ai été très, très low profile. OK. Je me gardais très low profile, puis à un moment donné, il y avait Dominique Anctil est venu me voir, puis il a fait comme là, il faut falloir qu'on gère des affaires avec le groupe, puis tout ça. J'étais comme, mais c'est pas à moi qu'il faut que tu viennes dire ça, parce que c'est pas moi ton... C'est pas moi ton... T'étais la mère! Ouais. Ah, ciboire! Mais c'était plus une question de... J'étais comme, moi, je suis pas les deux ici, là. C'est pas moi, là. Tu sais, va voir du monde qui ont des plus grandes gueules, puis qui parlent plus fort, puis tout le kit. Puis il fait, non, je comprends pas. Il dit, t'es la leader silencieuse. Fait que justement, quand tu parles, ça arrive pas souvent, mais quand tu parles, ils vont t'écouter. Fait que, tu sais, Fait que là, j'ai comme rapidement senti que ça faisait partie d'envelopper les gens. D'envelopper les gens. Puis, tu sais, le monde, il disait, tu t'es-tu sentie mère en humour parce que t'es plus vieille et tout le kit, ou depuis que t'es mère, tu te sens plus... Je me sentais pas mal mère dans les loges rapidement, là, tu sais. Fait que c'est pas... puis je pense pas que j'étais la... Ben, j'espère, en fait. Tes enfants te le diraient jamais que t'es la mère gossante. Mais, tu sais, je pense pas que j'étais la mère gossante dans les loges ou, tu sais... j'étais pas Geneviève Borne qui fait comme dodo, tu sais, au monde. J'étais pas ça, là. Non, mais t'étais souvent la femme qui, les gens ont des problèmes dans leur relation amoureuse, ou dans leur carrière, ou un tel il est méchant. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que mère et intervenante, ça a fait comme... J'étais comme un réceptacle à confidence. Un réceptacle à confidence, mais qui se fermait. Parce que j'ai eu beaucoup de confiance en humour, mais tu parles pas? Mon background... Tu parles vraiment pas? Non, je sais ça. Je suis pas très pie là-dessus. Non. Je pense que les gens méritent une... Puis, tu sais, avec toute la vague de MeToo, j'ai eu beaucoup d'appels. Wow! Allons-y. Comment t'as vécu ça? Il y a une vague de MeToo. Déjà, c'est rough. Et toi, en plus, t'as ton téléphone qui vibre. Oui, mon téléphone vibre beaucoup. De monde qui ne savent pas trop comment gérer ça. De monde qui sont accusés. Qui ont des allégations contre eux. Fait que oui. Ah, t'as les deux bords? Ben oui, j'ai les deux bords. Ah, fuck. Puis mon mode intervenante est revenu facilement. Dans le sens qu'une écoute active, les bonnes questions à poser pour que la personne essaye de refléter sur ce qu'elle pense. Tu sais, comme résumer, tu sais, comme ce qui semble être chaotique dans la tête de la personne pour pouvoir essayer de donner des balises puis de prendre ses propres décisions. Tu sais, c'est pas à moi à dire quoi faire aux gens, c'est plus de dire comme, je vais essayer de te poser les bonnes questions pour que toi, tu puisses avoir une réponse à tes questions, tu sais. Allons-y froidement. Crois-tu que c'est dangereux pour les femmes, le milieu de l'humour? Les femmes qui commencent, oui. OK. Oui. Moi, je pense que les filles qui commencent sont beaucoup avec des jeunes hommes qui commencent. Et les jeunes hommes qui commencent, on dirait que l'information n'a pas computé. Il y a tout le temps la nouvelle batch qui arrive, qui fait les mêmes gaffes que l'ancienne batch. Les mauvaises présentations. Se faire payer en se faisant mettre son cash dans le crack. Pardonne-moi, parce que, wow! Oui.
Je remets pas en question ce que tu as dit. Non. Je suis flabbergasté. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, mais tu sais, des petites Puis tu vas soirées... être surprise, mais les femmes viennent pas me confier ça à moi. Non? Are you surprised? Toi, t'es-tu surpris? Les gens, ils viennent pas confier. Mais tu sais, ça... puis tu sais, Wow. le milieu des bars égale aussi les tickets pour boire d'alcool. Les tickets pour boire d'alcool font souvent que la personne qui a des mauvaises intentions n'a plus d'inhibition. Fait que là, elle se contrôle moins bien. Fait que elle l'aurait fait anyway, là, on va s'entendre. Là, je mets pas ça sur le dos de l'alcool. C'est juste que l'alcool a comme ouvert la porte à ce que le comportement Moi, je me souviens, à ma soirée d'humour, je donnais pas de ticket d'alcool, mais je donnais des bières. Ce que je faisais, c'est que je donnais un code vraiment bizarre. Ce qui faisait en sorte... Parce que si t'étais trop sous pour t'en souvenir, Bien sûr. tu t'arrêtais. Bien Mais sûr. quelle bonne idée! Mais Ça- c'est donc bien génial, Ben ça. ouais. J'adore ça. Ça empêchait le monde trop fucked up. J'adore vraiment L'oublier. ça. J'adore ça. Mais tu sais, je veux dire, comme quand il y a 2 billets... Parce que les il y a billets, 2 tu peux juste fouiller, tu peux demander des billets à l'autre. Oui, exactement. Fait qu'il y a tout le Mais- temps la personne qui Puis boit aussi, le c'était plus, puis- un mot de code bizarre. C'était un peu humiliant. Aller dire Guy Lafleur à un gars. Oui, c'est Alors, ça. le monde, il buvait pas beaucoup. Ah, C'était mon ouais, truc. c'est C'était bien mon truc ça. pour sans mentionner tout ça parce que j'étais trop stressé pour mentionner tout ça. Puis je devais dire au barman Guy Lafleur, puis il disait, sais-tu quoi, fuck it, m'aller me saouler au terminal. Oui, je vais aller l'acheter ailleurs. Ben c'est ça. Puis fait que quand venait le temps de donner le cachet à la fin de la soirée, ben souvent, la personne avait bu. Fait que, tu sais, comme c'était plus déplacé. Je l'ai donné au début, ça. J'ai jamais donné un cachet après. Ben, ce qui est une j'ai toujours excellente donné au idée de début. donner au début. Mais il y en a qui attendent de compter à petite caisse puis ils le donnent soit à l'entracte ou à la fin, tu sais. Parce qu'ils n'ont pas le cash flow avant. Je comprends. Et il y a aussi le booking qui est touché pour les nouvelles parce qu'ils ne se font pas nécessairement booker dans des soirées qui sont les plus connues, rodées par des gens qui bookent expérimentés. Ils se font booker par la nouvelle personne qui start sa nouvelle soirée. On sait pas c'est qui. Pardon? On sait pas c'est qui, puis qu'on peut pas. Ben, vraiment- pas grand monde le connaisse, tu sais. Puis lui, je vais dire elle aussi, là, parce que ça peut arriver, mais souvent, il va avoir après peut-être un booking ou 2, si le booker trouve de son goût l'humoriste, ben souvent, ça va se faire en privé après, tu sais. Hey, salut, après la soirée, à soir, ça te tenterait-tu d'aller prendre un verre ensemble? Puis là, la personne a fait comme fuck, si j'y vais pas, est-ce que je vais me refaire booker là-bas? Je comprends. Je perds-tu mon spot? Puis étant donné que je commence, j'ai de la misère à avoir des spots. Fait que la culture de t'es l'employeur. T'es pas juste un petit gars de bar qui Et la passe la jeune soirée, femme est t'es l'employeur. coincée. Et la jeune femme est coincée. Parce que, tu me dis, je me trompe. Si tu dis non, t'es convaincu que tu fais blackmailer, tu ne pourras plus jouer. C'est ça. Si tu dis oui, tu te sens coupable et si ça s'apprend, tu passes pour la fille qui fait ça. Le mot se passe par les autres jeunes et tu peux vivre un Il y a une calvaire. difficulté à se sortir de ça aussi parce qu'une fois que tu as accepté la première date, là, Pourquoi pas la deuxième? ben là, tu fais quoi? Il va te rebooker, mais après ça, tu fais quoi? Si tu lui dis je veux plus te voir, c'est encore pire parce que tu as fait la première date. Je comprends. Fait que là, lui, il va faire comme, man, je pensais que j'avais des chances. Je Puis, tu sais, comprends. fait que c'est ça. Fait que moi, je dis tout le temps, il y a des pénis en dehors de l'humour, là. Fait que je propose à toutes les filles qui sont dans l'École nationale de l'humour d'avoir du sexe en dehors Bien des sûr. humoristes et des bookers, quitte à se pitcher ses textes. Puis on n'est pas bon. On offre du très mauvais sexe. Attends un peu. Tu vois? D'accord. J'essaie de me souvenir s'il y a des filles qui ont encensé à un Il y en moment a donné pas? quelqu'un de mon milieu, mais Il y en a pas? non, j'ai pas y en a eu pas? du monde qui ont encensé du monde de mon Personne milieu. qui encense nos prouesses sexuelles. Personne. C'est tout le temps. Il a pas bandé, puis il m'a fait écouter un de ses numéros comédien. Mais il y a Ah des oui, ça filles- existe pour vrai? Ah oui? Je le sais, il y a des filles qui m'ont dit ça. Ah oui? Qui sont allées genre puis c'est pas des grandes vedettes là, sont allées chez quelqu'un qui faisait des gags. Il était comme ben hot dans les gags dans les années 90-2000 là. Puis elle dit je suis déjà allée chez eux, puis elle dit quand il est allé prendre sa douche, il m'a mis ses gags. C'est comme c'est dégueulasse. Non, ils font ça. C'est dégueulasse à quel point tu as besoin de. En tout cas, fait que. Mais non, je sais pas. Fait que, tu sais, oui, pour ta question, est-ce que le milieu est dangereux pour les femmes? Je pense que partout où est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir, il y a des possibilités de danger. Puis on l'a vu même aussi au niveau homosexuel. Là. Je pense pas qu'il y a les hommes aussi peuvent. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont writers qui l'ont pas eu facile. Là. Parce qu'ils sont tombés dans le milieu de la télé, puis
C'est un drôle de milieu, la télé. C'est un drôle de milieu. Oui, puis tu sais, les autres sont pas gays, puis tu sais, la personne pour qui ils travaillent est gay, puis là, tu sais, que ça devient touché, là. Je dis rien qui a pas été publicisé public, là. Non, je comprends. Fait que... J'ai écrit pour Éric Salvaille, je comprends. Bon, ben, tu vois, je n'étais pas au courant que tu avais écrit pour Éric Salvaille, mais effectivement, tu sais, on a d'autres là, collègues. Là. Ben oui. Fait que, où est-ce qu'il y a du pouvoir, il y a des possibilités de danger. Je pense pas que le milieu de l'humour est nécessairement plus dangereux, mettons, que la fille qui travaille en construction ou qui travaille dans un bureau de comptable. Ou, tu sais, je pense juste que quand tu arrives dans un milieu de travail qui est structuré, mettons comme un bureau de comptable, quand tu arrives là-bas, il y a un boss qui s'assoit avec toi puis qui fait comme, voici comment ça marche dans le bureau, voici c'est quoi tes obligations, voici c'est quoi tes devoirs, etc., etc. Puis voici notre code d'éthique au bureau. Mais le gars qui part une soirée d'humour puis qui a 19 ans, pas personne qui va faire ça. Et des fois, des problèmes, mentionnons-le, dans l'art, moi, là, je pense que je suis pas tout seul là-dedans. Tu t'en vas en art parce que t'as des problèmes d'ego et t'as des problèmes d'estime, puis c'est ce qui fait que tu veux t'exprimer, puis t'es pas pire là-dedans. Fait que c'est des gens particuliers là, qui sont attirés par l'art et par jeune l'humour. comme ça, il y a quand même tu sais qu'il y a le moteur la motivation n'est pas tout le temps juste la réussite de l'art. Non. Moi, c'est des conversations que j'ai avec des amis humoristes, que je dis souvent, moi, je fais ça pour les mauvaises raisons, puis c'est pour ça que je perdure. C'est pour ça que je perdure. Bien sûr. Ben moi, non, on a vu du monde qui ont fait ça pour les mauvaises raisons. Ce que je veux dire par là, c'est moi, les mauvaises raisons, c'est l'ego. Moi, mon ego, je suis un éternel insatisfait, puis je suis sûr que si je fais rire du monde, je vais passer au travers que ma mère est décédée à 4 ans. Ce qui va jamais arriver. Ouais, ça va jamais arriver. Je suis convaincu. Ouais, mais si j'ai 1000 personnes de plus sur Instagram, ma mère sera pas morte. Ouais. Ce qui est une drôle. Mon verre d'eau va se remplir, mais bon. Il y a des fissures en dessous. C'est ça. Patcherai pas les fissures. Voilà. Mais c'est fascinant, par exemple, parce que tu as la pleine conscience. Oui, mais j'ai 32 ans aussi et j'ai une psychothérapie. J'en avais quand j'étais enfant. Et c'est ça mon moteur. Mon moteur, c'est parler de ces côtés-là. Il y a des gens qui n'ont pas, je crois, cette pleine conscience-là. Et même, généralement, quand tu mentionnes des troubles, ils crient, ils disent non, moi, je fais ça pour l'art. Je fais ça pour l'art. Tu sais, OK, un accès de l'art. Ils font toujours peur, ceux qui disent qu'ils font ça pour l'art, en criant. OK, génial. Mais c'est ça, parce que tu fais comme, t'es pas obligé d'en faire une démonstration artistique. Ouais, j'en ai pas d'ego, moi. J'en ai pas. C'est pas que je suis toujours en représentation. Génial. C'est juste la façon que tu me réponds. C'est à pic de même, ça me dit que je viens de piquer ton ego. Ouais, et c'est dur de. T'as pas d'ego, mais tu veux être dans une salle où tout le monde te regarde en silence, puis tu parles pendant 1 heure, puis t'es la seule personne qui a la parole, mais t'as pas d'ego. Super. Imagine si t'en avais un. Faut que t'ailles Faut que t'ailles une pleine certitude que t'as quelque chose à dire. Bien sûr. Mais bien sûr. Parce que c'est quoi le point de te mettre en danger devant plein de monde si tu penses pas que tu as quelque chose à dire? Amen. Puis il y a tellement de monde qui, dans leur tête, ils n'ont jamais rien à dire. C'est tellement drôle comment... Moi, j'ai... ça va sonner bien pédant, là, mais j'ai la certitude que ce que j'ai à dire est intéressant. Mm-hmm. Je me pointe sur scène, puis je fais comme... Listen and have fun with me. On va avoir la conversation du rire ensemble. Parlons. Et une petite nuance pour ceux qui font, mais là, je prends pour qui? Les gens dans la salle ont toujours la liberté de se lever et quitter, de s'allumer une cigarette et faire qu'elle se prend. Et de ne pas être dans la salle. Bien sûr! Alors... où est-ce que je rush, moi? C'est de penser que je suis pertinente en dehors de cette salle-là. Je comprends. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un très, très dur défi. Parce que je me dis, mais qui veut voir ça? On s'en calisse-tu que je mange un bol de céréales avec des fraises? Puis là, tu fais comme... Tu regardes toutes les autres aller, puis là, tu fais comme... Ben, ils ont un shitload de followers parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont leurs amis, puis qu'ils rentrent dans leur quotidien, puis tout ça. Fait que là, toi, tu dis, OK, mais ça m'a pris énormément de temps avant d'être sur Instagram. Facebook, j'avais un Facebook personnel, je voulais rien savoir d'une fanpage. J'étais comme, là, tu te calisse de ma vie.
Ils veulent entendre mon expertise, mais pourquoi ils voudraient savoir telle affaire? Moi, à l'époque, ça s'appelle une fanpage. C'est pas des fans. Au mieux, mes blagues, de temps en temps, ils les trouvent drôles. Mais là, je suis quand même pas le Canadien en 1986. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, tu fais comme, OK, j'aime beaucoup le terme followers, mais encore là, tu sais, comme. Ça fait beaucoup. On va aller sur une île déserte, puis on va tous se pendre. T'as l'impression que Christ est Jésus, puis qu'il y a des apôtres. Fait que là, t'es comme, ben non. Je fais quand même des jokes sur les troubles que j'ai avec mon père. Là. On peut pas obliger. Je pense pas que je suis le Messie. Là. Ben c'est ça. Fait que tu sais, il y a ça pour moi. Il y a tellement ces deux entités-là qui sont séparées. Il y a la scène où est-ce que mes pieds qui sont sur cette scène-là ont mérité d'être sur cette scène-là. J'ai fait mes devoirs. Je connais ce que j'ai à dire. Tu sais, comme j'ai envie de le dire. Une démarche artistique. J'ai travaillé le format dans lequel je veux le dire. Moi, il n'y a rien qui me fait plus chier quand je vais dans une soirée, dans un bar, puis que je vois quelqu'un qui s'étire les deux pattes sur ma scène. Tu sais, quelqu'un là, qui est avec sa bière, là, puis qui met ses deux pieds de même, là. Ou qui met sa bière sur ma scène, je fais comme non. Ça, c'est ma scène. Tout ce que j'ai fait pour mériter d'avoir les pieds sur cette scène-là, toi, ôte tes pieds sur ma scène. Puis là, le gars, il est comme je fais non, je suis très sérieuse, ôte tes pieds sur ma fucking scène. Puis là, le monde rit, puis là, il les enlève. Il y a quelque chose de. Tu sais, c'est comme. Un respect. C'est ça, c'est le travail que j'ai fait. Un peu de sacré, ça fait du bien de temps en temps. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose sacré. De sacré, c'est ça. Sans être religieux, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Puis le respect. On déconne, mais je veux dire, l'hymne national, c'est pas religieux, mais c'est sacré. C'est ça. Beau, tu te lèves debout. Puis, oui, là, même c'est sacré. On fait attention. Ouais, exactement. Autant que je trouve que le sexe n'est plus sacré. Autant que je trouve que la scène est sacrée. Mais. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est facile pour moi d'être les deux pieds sur scène, bien ancrés, puis d'avoir le sentiment que je mérite d'être là. Mais de poster ma journée sur Instagram, pour moi, là, c'est comme... Puis après ça, je me dis, bon, mais les gens qui me suivent savent c'est quoi des réseaux sociaux, puis ils veulent voir ça. Fait que, tu sais, ça me demande c'est contre-productif pour moi. Ben, c'est pas contre-productif, c'est contre-nature. C'est pas naturel pour moi de te poster... moi puis mon gars qui s'entraîne en bas dans le sous-sol, mettons. Moi, je montre rien. Je ne fais que des blagues. Et j'exagère. Et je montre absolument rien. Tu connais absolument... Tu sais pas où je vis, à quoi ça ressemble. Je ne mets... mes pages de réseaux sociaux ne sont que... C'est une sorte de médium artistique. Un peu comme si c'était... J'aime bien l'idée. Thomas Show. Si Thomas, il décide de rire de ça, il exagère, non. Fait que tu as réussi à créer comme une scène de réseaux sociaux. Bien sûr. Fait que tu as juste transposé tes réseaux sociaux sur la scène. Parce qu'avant, je faisais pas de scène. J'étais juste auteur, je me sentais étranglé. Alors, j'ai décidé d'écrire librement sur Internet. Ah. Ouais. Peut-être que Et moi... curieusement, si tu me suis pendant 6 mois, t'en sais bien plus que si je montrais des photos de ma maison. Parce que si je te montre « Hey! Ça, c'est mes traumatismes! » C'est beaucoup plus d'intimité ça. Voici la rue où j'habite. Ta page Facebook est la fenêtre sur ton âme. Ben oui, bien sûr. Non, mais moi, c'est ça aussi que je veux pas faire. Là. À un moment donné, je suis allée... OK, check bien ça. C'est sur le Patreon des Fallopes. On est allé faire un cours de danse burlesque, moi puis Preach. Let's go. Okay. Preach qui est danseur, burlesque. Alors il est dans son élément. Oui, qui est danseur. Putain, là, mais il l'a, il l'a en tabarouette. Et on a... et quand tu es performeur burlesque, ben il faut que tu sortes la guicheuse, l'effeuilleuse en toi, tout ça. Puis moi, c'est quelque chose qui est très réservé. Moi, je parle beaucoup de sexe, mais comme ma personnalité sexuelle... Je sais rien de toi. Elle est très... c'est ça. Tu sais, comme les gens peuvent autant imaginer que je suis dans un donjon que je veux dire que je suis vanille. C'est pas important, tu sais. Puis pour moi, c'est justement important que les gens ne le savent pas. Fait que... Pour moi, ça, c'était plus difficile à faire parce que j'étais comme, oh mon Dieu. Et là, j'étais beaucoup dans le rire. J'étais comme, OK, on va y aller dans la performance humoristique parce que j'ai pas envie faire un vrai striptease sur mon Patreon. Tu sais, c'est pas un OnlyFans, Justy. Pas un OnlyFans page. Mais c'est une belle phrase. Mais j'avais quand même des pasties, c'est sain. Puis, tu sais, j'ai fait twirler les pasties. Puis, j'avais pas de chandail. Puis, tu sais, puis c'était correct. Mais. Meilleure manière de vendre un Patreon. Mais on déconnait, tu sais. Je vous mets ça. Meilleure manière de quoi? Meilleure manière de vendre sur Patreon. Pas ça sur Patreon. J'ai des pasties, ça tourne. Preach est tout nu. Preach aussi, il a mis des pasties. Puis il a fait comme toute la danse puis toute l'équipe parce que lui, il a appris ça comme ça. Fait que, tu sais, c'était...
Mais c'était une expérience qui était vraiment cool. Mais tu vois, ma limite, tu sais, comme... C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose sur scène, mais autant que la nudité me dérange pas, autant que mon être sexué, c'est ma bulle, c'est ma pudeur, c'est mon truc. Puis c'est quand même contradictoire à y penser parce que je parle beaucoup de sexe, mais mon être sexué est très... Mais c'est ce qui est génial, les contradictions. Je comprends ça. Non, mais c'est ce qui est... C'est ça. Je comprends ça. Moi aussi, des fois, je dis à quelqu'un, yo, moi, là, je mets... Jamais j'ai déjà dit à quelqu'un, je mets jamais des photos de mon intimité. Moi, je dis, mais t'as pas besoin, man. J'en sais bien plus. Exact. Avec, si je scroll, j'en sais plus que ta psy. Parce qu'il y a des choses que je dis à mes abonnés que je dis pas à ma psy, ce qui est génial. Mais en fait, tu te thérapeutises sur la planète. C'est une façon de voir. On peut voir ça comme ça. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est beaucoup plus efficace avec ma psy qu'avec 20 millions de personnes qui répondent toutes sortes d'affaires qui te mettent à te questionner encore plus. Ben oui! Surprise, surprise. Les commentaires sous une joke, c'est pas comme ça que tu vas passer au travers d'un problème. Tu as un podcast, tu l'as mentionné, le Fallope. C'est quoi ça? C'est Preach, Éric Étienne Preach, que les gens connaissent sous le pseudonyme de Preach. Humoriste qui fait les premières parties de Mike Ward, entre autres. Il m'a donné, il m'a abordé, dans le temps qu'il était encore portier au bordel. Il était encore portier? Peu importe. Il était portier au bordel, puis il commençait à faire de l'humour, puis à un moment donné, il a fait comme... Moi, j'aimerais ça faire un podcast sur le sexe, puis j'aimerais ça que tu le fasses avec moi. Yo, let's go. Puis là, j'ai comme fait... Moi, j'aimerais ça avoir un podcast sur le sexe, mais s'il y a quelque chose qui me fait chier, c'est toute la technique du podcast. Tout le montage, l'arrangeage, tout à patente. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai dit, j'ai aussi un peu passé le stade de... me mettre dans le rouge financièrement pour partir des projets. J'ai dit ça, je fais pas ça. Fait que c'est mes deux conditions. Si j'ai pas à gérer de la technique puis que j'ai pas à débourser d'argent pour être capable de gérer nos affaires, que tout le monde qui embarque dans le projet est capable d'y mettre du sien, j'ai dit I'm good with that. Mais j'ai dit moi je suis capable, tu sais, je sais pourquoi je veux parler de sexe, mais toi. Puis Preach, il m'a juste répondu, il dit ben ma communauté, je pense que c'est encore un peu plus tabou. Puis il dit... Il est haïtien, mon son. Oui, il est haïtien. Il dit, puis je pense que... C'est pas la communauté des portiers, là. C'est pas tous les portiers. Tous ceux qui ont fait la première partie de Mike Ward sont un peu plus... Non, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça... Il me dit, je veux qu'on en parle, je veux qu'on en parle franchement, je veux qu'on en parle dans le plaisir, je veux que ça soit drôle et tout ça. Puis on a tout brandé ça là-dessus. Là. Moi, ça faisait une éternité que j'avais le mot « les Fallope » pour un projet. Puis je me disais, moi, le plug à un moment donné, je vais être capable de... On avait fait un show de filles au ZooFest à un moment donné, puis je voulais qu'on s'appelle « les Fallope », puis ça n'a pas passé au conseil. Donc, j'étais comme... Là, j'ai dit à Preach, j'ai fait « OK, mais j'aimerais ça que le podcast s'appelle « les Fallope ». Il est comme « C'est malade, on s'appelle « les Fallope ». Fait que là, je suis super contente. Puis, tu sais, notre logo, il est nice. C'est comme deux trompes de Fallope qui font des mics au bout, tu sais, comme les ovaires. Fait que là, ça fait longtemps, finalement, que c'était imprimé dans ma tête, toute cette histoire-là. Puis j'étais juste contente que ça se crée. Puis, pandémie oblige, ben nous autres, on a décidé de le faire à distance sur le web depuis la pandémie. Mais avant, on a plein d'épisodes qui sont pre-tapés. Ça dure environ 1 heure, je te dirais, puis on aborde n'importe quoi qui touche de proche ou de loin, des fois, la sexualité. Tu devrais-tu coucher avec quelqu'un avec qui tu travailles? C'est simple comme truc. Ah, c'est moi, brillant, dans ce temps-là, question. Preach puis moi, on en parle à deux. Puis des fois, on décide d'avoir un sujet qui est plus spécialisé, genre le BDSM. Puis on a invité une sexologue qui non seulement reçoit beaucoup de clientèle BDSM, mais aussi a beaucoup d'amis qui vont bien. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir juste les gens qui ont besoin d'aller consulter, mais c'est donc qu'elle connaît super bien la communauté. On va recevoir une avocate de Jury Pop la semaine prochaine qui va nous parler des démarches pour pouvoir dénoncer. On a reçu Varda Étienne qui nous a parlé de santé mentale et sexualité parce que les médicaments, qu'est-ce que ça fait? Marco Métivier est venu nous voir pour parler du sexe après la grossesse. Sam Breton est venu nous voir pour parler du fait qu'il veut pas d'enfants. Fait que c'est vraiment un podcast qui est... Le monde font comme, mais oui, mais le sexe, à un moment donné, ça s'épuise. Non. J'ai aucune idée qui a dit ça. Ben, c'est ça. Mais cette personne-là fait pas d'art. Cette personne-là fait pas d'art et cette personne-là ne comprend pas c'est quoi la sexualité si elle pense que ça s'épuise. Parce que c'est une façon de dire... L'humain s'épuise.
Ou l'amour. On parlait de l'amour. Exactement. Je veux dire, toutes les hits. Tu prends le top 10, 8 chansons sur 10, c'est sur les relations amoureuses, puis c'est très lié à la sexualité. Exactement. Fait que, tu sais, on manquera jamais de sujet parce que ça demande tout le temps des part 2 anyway, au pire aller. Bien sûr, mais bien sûr. Fait que oui, mais j'ai aucun problème à parler de sexualité sur scène, comme sur le podcast, comme dans mes romans, comme dans n'importe quoi. Je parle de sexualité dans tout parce que et je veux dire, comme c'est pas mal ça qui unit le monde, là. Fait que il y a tout le temps. Puis j'essaie d'être constante. Dans le sens que mes projets que je fais, si t'aimes un projet, tu vas aimer l'autre. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas opposé, là. Je comprends. On t'aime. Qu'est-ce qu'on fait pour te suivre? Qu'est-ce qu'on fait pour t'encourager? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir accès à ton art? Bien, mélaniecouture.com est assez facile, mais je te dirais qu'avec la pandémie, c'est un peu fucked up les dates de spectacle qu'il y a là-dessus, fait que c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais si tu cherches Mélanie Couture humoriste, tu vas trouver autant mon Facebook que mon Instagram. Que maintenant, mon TikTok, mais il n'y a rien sur mon TikTok. Chris, ça m'intéresse pas, TikTok. Je l'ai même marqué sur TikTok. J'ai fait « J'haïs TikTok, viens me suivre sur Facebook. » puis Instagram. Mais les fallops, c'est assez simple à trouver aussi sur YouTube. Oui, parce que oui, il y a un Patreon, mais il y a aussi des épisodes gratuits. Là. Oui, en fait, les épisodes sont toutes gratuits. Ce qu'il y a sur le Patreon, c'est moi et Preach qui lisons des nouvelles érotiques. Yo! Oui, et puis des tournages qu'on a fait comme, mettons, ce que je t'ai dit. Fait que notre Patreon vaut la peine aussi, là. C'est super cool. Yo, meilleure affaire! Tout ça, c'est ceux qui nous écoutent sur YouTube, c'est dans la description YouTube. Sinon, Google, si t'es pas capable de googler les fallops. Bonne chance! Ben merci, c'est bien gentil. Puis merci de m'avoir invité. Je l'aime beaucoup ton podcast. C'est un plaisir. T'es intéressé et intéressant. C'est un plaisir.